Il y a beaucoup de gens, ils se rendent pas compte, mais il y a des gars, ils font des millions juste avec des formations. En fait, c'est palpable, en fait, l'argent qu'ils font. C'est pas je suis valorisé à temps. c'est dans ton compte en banque. C'est la mafia là-dedans, il n'y a pas de côté transparent, c'est mauvais avis, on va te killer, on t'envoie les avocats et puis t'es down. Hello tout le monde, bienvenue sur Mastermind, le podcast dans lequel on parle business B2B sans bullshit. Avec mes acolytes Laetitia et Alexandre, on s'est rendu compte qu'en France, souvent, on aimait bien partager en public des choses qui correspondent pas forcément à la réalité du terrain. Je vous donne 2-3 exemples. Sur LinkedIn, on peut lire des posts qui nous expliquent comment faire 10 000 euros de chiffre d'affaires en tant que freelance le premier mois. Sur YouTube, on peut voir des vidéos qui nous expliquent comment monter des SaaS en 2 semaines. Dans des podcasts, on peut entendre des gens nous partager des frameworks pour x2 à coup sûr sa croissance. Bref, vous l'avez compris, tout ça, ça nous énervait un petit peu. On en parlait souvent dans nos masterminds et à un moment donné, on s'est dit que ces discussions qu'on avait en privé, on devait les rendre publiques. Et c'est comme ça que ce podcast est né. Du coup, le concept est très simple. On prend un sujet B2B business et on l'aborde de A à Z ensemble à travers nos différentes expériences d'entrepreneurs et d'advisors auprès de nos clients. Avant de vous laisser avec l'épisode d'aujourd'hui, je tiens juste à remercier les 3 sponsors de ce podcast, Track, Wild Marketer et Vendu. Il y a plus d'informations en description, n'hésitez pas à aller acheter un coup d'œil. Je vous prends pas plus de temps, je vous souhaite une belle écoute, j'espère que l'épisode va vous plaire. Salut les potes, on se retrouve pour nouvel épisode de Mastermind et avant de démarrer, on va prendre comme d'habitude un petit commentaire qui nous a été laissé par Nicolas sur Spotify. Première écoute et franchement j'adore. Bientôt freelance et avoir un vrai retour de vrais gens de la vraie vie, c'est cool. Justement aujourd'hui on va aussi parler de la vraie vie avec des vrais gens et on va balancer quelques dingueries sur un sujet un peu piquant, l'infoprenariat. Donc je vous propose de démarrer un peu sur la réputation des infopreneurs, parce que c'est vrai que nous on est en B2B, j'ai l'impression on va pas dire qu'il y a une guéguerre entre les deux, mais le parti B2B vs infopreneur, c'est quand même un autre game où les pratiques marketing sont pas du tout les mêmes, et du coup je trouve qu'il y a quelques dérives qui ont tendance parfois à se faire. Donc du coup je sais pas ce que vous en pensez ou comment vous voyez les choses par rapport à l'évolution de l'infoprenariat en France, hein, parce que j'ai l'impression que par rapport à une dizaine d'années maintenant, ça a évolué pas forcément en mieux. Les cancers d'hier sont devenus des plus gros cancers aujourd'hui, quoi. Donc donc je ne sais pas comment vous voyez les choses. Et après on pourra parler un petit peu d'infoprenariat dans un contexte plus B2B. Parce que pareil, c'est des choses qu'on commence un petit peu à voir, mais il y a pas mal de matière aussi à traiter là-dessus, quoi. Donc vous déjà, qu'est-ce que vous pensez quand on parle d'infoprenariat, ça vous fait penser à quoi aujourd'hui, quoi? Alors, déjà, en fait, on se pose la question pourquoi il y a des gens qui nous mettent une étoile sans aucun commentaire. C'est à cause de tes introductions, mon cher Alex. Ah non, c'est parce que mettez dans les coms, voilà, insultez-moi, comme ça au moins on sait. Au moins on sait pourquoi. Moi je dis une étoile, c'est les rageux. Les une étoile avec commentaire, c'est les gens qui veulent, qui ont des vraies choses à dire. Voilà. C'est pour ça. Donnez des vraies étoiles là, parce que là il y a des haters là qui veulent nous plomber dans les classements là. Là, si vous voulez qu'on continue à raconter des dingueries, forcément ça plaît pas au peuple là qu'on balance les vrais trucs de la vraie vie. Là forcément après là ils essayent de nous plomber et tout. Donc donnez de la force, comme ça on va pouvoir balancer les vérités sur les internets de manière plus large pour sauver plus de personnes dans le monde. sauver du monde. Moi, en tout cas, je peux commencer. En fait, moi, l'infoprenariat, en fait, je m'y intéressais pas jusqu'à maintenant, où en fait, je vais rentrer dans le game de la formation, tout simplement. Avant ça, je m'y intéressais pas pour 2 raisons. La première raison, c'est que déjà, je faisais partie jusqu'à cette année. Cette année, c'est différent. Mais je faisais partie des gens qui étaient une grosse pince. J'ai pensé 0 argent dans des formations. Donc déjà, en fait, j'étais pas le public cible. Tu venais me dire que tu allais m'apprendre la vie, etc. J'étais pas le public cible. Cette année, c'était différent parce que j'avais tellement de skills à rattraper, notamment pour le SaaS, notamment en copywriting, etc., que je me suis laissée... que je me suis laissée prendre au jeu et que j'ai commencé à acheter quelques formations et du coup forcément m'intéresser. La deuxième chose, c'est que c'est un business, comme tu as dit, très éloigné du B2B,
où pour moi, après, je pense à tort, maintenant que je mets mon nez dedans, je pense qu'on a ce côté quand même en B2B assez précieux, genre nous, on fait du business propre et les autres, ils font du business sale, tu vois. On a quand même un peu ce côté-là, tu vois. Et du coup, j'avais ça, en fait. Du coup, c'est pour ça que je m'intéressais pas à eux. Je me disais, en fait, eux, c'est des gens qui mitonnent, qui mettent que des avis positifs pour qu'on achète leurs trucs, qui ont ni foi ni loi, qui s'en foutent, en fait, d'avoir des retours. Parce qu'en réalité, t'es beaucoup moins soumis qu'en B2B. En B2B, tu vends ton produit. Si tu as une mauvaise expérience, c'est mort, c'est terminé. Tu as un churn de malade mental et ton business, il va pas décoller, quoi. Par contre, sur la formation, en fait, surtout si tu es une formation super large, tu peux le vendre à l'infini, en fait, en vrai. Évidemment, un jour, ça va s'arrêter, mais le temps que ça s'arrête, tu t'es fait quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Il y a quand même des infopreneurs. Ben oui, c'est vrai. Hein. Et tu as le temps de switcher sur ChatGPT. T'as le temps de te faire une autre vie, etc., etc. Donc pour moi, en fait, j'avais ce côté un peu, un peu genre, c'est pas du tout mon milieu, je m'intéresse pas. Et en fait, aujourd'hui, évidemment, je me mets là-dedans, donc je m'intéresse plus. Et je pense que, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais je pense qu'il y a des choses à prendre. Il y a vraiment des choses très cancer, hein, je suis d'accord avec toi, mais il y a aussi des choses, en fait, en tout cas, je trouve en termes de marketing qui sont intéressantes et qui sont intéressantes à prendre aussi également en B2B. Et à l'inverse, il y a peut-être aussi également des choses qu'on a en B2B à injecter en fait dans le milieu de l'infoprenariat. Je pense notamment à la partie KPI, quoi. Moi, par contre, ça, c'est vraiment un truc qui me rend dingue. Je ne comprends pas en fait comment on peut vendre des formations sans se soucier ou pas si ça a marché ou pas. Mais par contre, je trouve ça extrêmement incroyable, hein, parce qu'en fait, t'as des gens, ils réclament rien. Alors après, on a le faux truc aussi également de dire rembourser si vous n'êtes pas content, mais les conditions, elles sont tellement énormes qu'en fait, en réalité, on te dit on te rembourse si tu as fait toute la formation et si tu as vraiment mis en place la formation et si tu peux prouver qu'en mettant en place la formation, ça va marcher. Bon. Tu rembourses jamais, quoi. Du coup, c'est vraiment un milieu particulier. Mais après, aujourd'hui, je me suis quand même rendu compte que, ouais, on avait quand même cette suffisance quand on est dans le B2B envers les gens qui font de la formation. Mais en vrai, c'est un business dur, en fait. C'est pas genre, en fait, quand tu regardes en fait comme ça, tu as l'impression que tu shippes ta formation. Tu dis voilà, moi je suis quelqu'un, tenez ma formation, achetez. On a vu tellement de gens faire des flops. Donc il y a quand même un respect à avoir en fait, en tout cas pour les gens qui font du chiffre et du cash avec ce type de business. Voilà. Ouais, parce que c'est vrai que ça, on pourra en parler. Mais est-ce que vous tous les deux, enfin toi Laetitia, t'as répondu à la question, mais est-ce que vous êtes déjà consommateur, hein, comme on dit, tu vois, de formation, quoi? Est-ce que vous êtes acheteur de ce peuple-là? Tu veux que j'enchaîne? Ouais, bah vas-y. Hein. Bah moi, je suis dans le game du travail, du monde du travail depuis moins longtemps. Donc je sais pas comment c'était avant les formations et autres, mais moi les formations dans ma tête c'est les pubs sur YouTube où le gars il t'arrête et il dit mais c'est trop de la merde ce que tu fais, il faut que tu fasses ça, il faut un tunnel de vente. Et je me dis ok vas-y casse-toi et je squeeze, tu vois. C'est juste des gens qui me saoulent et qui me prennent du temps parce que j'ai pas YouTube Premium parce que je suis un crevard et que je paye pas $4 ou je sais pas combien par mois, tu vois. Et donc j'ai les pubs d'infopreneurs et donc pour moi les infopreneurs c'était ça. Après j'ai commencé à mettre un peu mon nez dedans et puis pareil comme Laetitia je me suis dit ok c'est des gars un peu sans foi, enfin des gars ou des nanas d'ailleurs qui sont sans foi ni loi, qui vendent des trucs un peu bullshit et autres, tu vois, basé sur des XP un peu bancals etc. Bon là je fais une généralité, il y en a qui sont très bien, hein. Tu vois par exemple un domaine où c'est pas trop le cas, j'ai l'impression que c'est les formations pour les devs. Les formations pour les devs, à chaque fois que j'ai checké les LP et les trucs, les machins, c'est toujours des trucs ultra carrés, stylés et tout. Tu sens qu'il y a une rigueur de dev et qu'ils sont sérieux, tu vois. Mais les trucs un peu marketing et autres, souvent, j'ai l'impression que c'est un peu bullshit ou en tout cas, c'est utiliser des techniques un peu crades et autres. Donc, j'avais une mauvaise image des formations, mais toujours avec ce truc de, ouais, quand même, les gars, ils brassent de l'oseille. Tu vois, ça brasse, hein. La formation, ça brasse beaucoup, beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils se rendent pas compte, mais il y a des gars, ils font des millions juste avec des formations. Mais c'est pas des 1 million. C'est là, on parle de genre 40 millions, 50. Il y a des gens, ils font vraiment de l'argent. C'est un truc de malade. C'est ça, parce mais est-ce qu'ils font de l'argent sur du perdu, tu vois? Parce que j'ai l'impression que justement, t'as un peu une hype de la formation où tu te dis, vas-y, apparemment, c'est easy et tout, revenu passif, machin, blabla, je sais pas quoi. Et en fait, quand tu passes sur le vrai game, donc la partie B2B, t'as des audiences qui sont plus matures. Et du coup, les gens sont, typiquement, on le voit avec Marwan, tu vois, ils sont beaucoup plus perméables imperméables plutôt au bullshit, quoi. Toi, c'est le mec, il arrive avec son truc de, ouais, t'es un débile, fais le tunnel de vente et tu vas voir, technique incroyable de fou qui va te rendre riche. Forcément, nous, comme on a une maturité plus forte, t'arrives là-dessus, tu lui mets une gifle et le mec il est couché, quoi, toi, et t'es finito. Il arrête de parler, quoi. Donc c'est vrai qu'est-ce que tu vois, quand tu t'arrives sur le contexte B2B, est-ce que tu peux
doit aussi facilement fonctionner, ou bien toi les mecs qui font vraiment du cash sont plutôt réservés à du B2C, qui vendent un peu à des perdus, tu vois, qui veulent faire de l'argent avec internet et qui se font avoir du coup comme ça. Je pense qu'il faut pas segmenter comme ça, parce que B2B, B2C, tu vois, pour moi les gens qui vendent de la formation B2B, c'est qu'ils vendent à des entreprises. Mais je peux vendre ma formation, parce que j'ai une formation, tu vois, d'ailleurs c'est pour ça qu'on peut en parler et autres. Enfin, juste même pour remettre la parenthèse, moi j'ai lancé ma formation, Alexandre il en consomme, et Laetitia elle se pose la question d'en lancer une, donc c'est pour ça qu'on aborde ce sujet là. Mais c'est pas que je me pose la question, c'est que là je suis dans un tunnel en train de lancer construire ma formation. Mais en gros, non mais voilà, donc on a plein de questions, plein d'intégration et tout, et tu vois, quand tu dis formation B2B, c'est que tu vends une entreprise, mais tu peux avoir une formation, genre moi la mienne, que je vais vendre à des gens qui sont, en fait, que ce que tu mets derrière B2B, c'est des gens qui sont éduqués, tu vois. C'est des gens qui sont pas éduqués, mais qui ont un certain niveau sur un domaine. Donc les formations dropshipping, je sais pas quoi, tout ça, tu vois, bah, même là-dedans, il y a des gens qui ont déjà fait du e-commerce et qui savent qu'ils en ont pas besoin, que si, que ça, etc., etc. Et je sais plus où cette réflexion allait me mener, mais en gros, pour moi, juste, enfin, ouais, la formation, j'avais cette image-là. Mais même si tu vends à des gens qui sont pas éduqués, tu vois, qui ont pas une éducation sur un sujet, qui veulent apprendre des choses, etc., c'est dur, hein, faut pas croire, mais en vrai, genre vendre de la formation à des randoms et tout, à des gens qui sont bons, à des gens qui sont moins bons, en fait, vendre de la formation tout court, c'est pas aussi simple que ce qu'on pense. Vraiment, c'est pas aussi simple. Et c'est pour ça en fait que je te dis, en fait, nous, on se la pète un peu, genre les gens du milieu SaaS, parce qu'en réalité, si tu regardes, parce que en fait, tu vois, à un moment donné, il faut regarder la partie chiffre. Tu regardes le nombre, je pense. Enfin, tu vois, les gens qui lancent des SaaS et les gens qui font de la formation, les gens. Je sais plus, c'était. En fait, c'est palpable en fait l'argent qu'ils font. C'est pas, je suis valorisé à temps. C'est dans ton, c'est dans ta poche. C'est dans ton compte en banque. Et ça, en fait, en tout cas, je pense. Après, moi, dans mon parcours de solopreneur, autant je pense que je resterai toujours dans le game du SaaS parce que c'est aussi quelque chose qui me plaît et quelque chose que j'aime, faire des beaux produits. Mais autant, et à un moment donné, sur le côté pratique, tu vois, et le côté aussi générateur de business. Ouais, la formation, il n'y a rien de mieux en fait. C'est pas avec du SaaS que tu vas pouvoir faire du cash assez rapidement. Par contre, je pense que comme tout truc, par contre, je pense que comme c'est instant, bah c'est plus difficile finalement, je pense, en fait, à faire. Parce que en fait, il y a plein de gens qui font des formations. Moi, à chaque fois que je regarde sur LinkedIn, quelqu'un, il a une formation à vendre. Derrière, je sais pas combien de médias, il y a une formation à vendre, etc. Donc pour moi, en fait, déjà, ce qui est difficile, c'est déjà sortir du lot. Pourquoi on te ferait confiance en toi? Et puis après, je pense qu'il y a vraiment un truc technique que j'ai pas réussi à craquer. J'essaie d'analyser pas mal de choses, mais il y a un truc technique à faire pour faire en sorte de driver des gens. Parce que moi, j'ai vu aussi beaucoup de gens lancer des formations et avoir un pic d'inscription, mais après, ça s'arrête, tu vois. Quand tu regardes des gens, on aime ou on n'aime pas, mais des gens qui fonctionnent sur l'infoprenariat comme Omi Denzel, le mec, j'ai l'impression que ça fait des années. Le gars, c'est même pas en plus, il a le même nombre de ventes, c'est que ça augmente. Ouais. On pourrait penser que en fait ça devrait baisser parce que tu vois t'as plein de gens et puis ensuite t'as beaucoup moins de et ça augmente en fait. Mais non, mais dans ce game là la formation c'est toujours des lancements sur lancement. Moi j'ai lancé ma formation, j'ai eu un pic avec des ventes et tout. Après bon, j'ai pas été du tout sérieux, donc j'en ai même pas reparlé, le site il est nulle part, etc., donc les gens calculent pas. Mais si je relance pas, si j'en parle pas, ça marche pas, tu vois. C'est pas comme ça y est, tu fais du SEO, t'as ton produit, petite stratégie, prospection, je sais pas quoi, c'est un autre délire. Tout est basé que sur du market. Et tu vois, ça fait une bonne transition vers un autre sujet qu'on voulait aborder en plus, qui est que donc c'est hyper saturé, c'est hyper compliqué. Toutes ces choses-là, pour moi, à mon sens, c'est ce qui fait aussi qu'on est arrivé sur des formations que nous, on aime bien dire un peu entre nous, cancer, genre qui te vendent du rêve, etc. Où en fait, c'est toujours à celui qui fait les plus gros chiffres et tout, tu vois. Genre, moi, je gagne 2000 € par jour, moi, je fais 60 000 € par mois, moi, je suis un ouf et tout. Et du coup, ils utilisent leur propre XP et leur propre résultat pour te vendre du rêve, tu vois. Genre, moi, je compte plus le nombre de gens qui disent j'ai fait 1 million de vues sur TikTok, je vous apprends à le faire aussi. Ok, trop bien. T'as fait des millions de vues sur quoi? Ah, t'as fait des millions de vues sur des trucs, je sais pas quoi, des danses, des trucs, des bordels, des machins, des reviews de restaurants. Ok, ça marche, c'est facile, ça peut monter sur TikTok. Maintenant, comment tu vas m'apprendre à faire ça sur mon SaaS, dans ma boîte, à mettre ça en place dans des vraies stratégies sérieuses, etc., etc. Et tu vois, il y a des frontières un peu où tu sens que enfin, la majorité des des infopreneurs que là j'ai en tête, c'est des gens qui ont fait des perfs
et qui, enfin, je sais pas comment expliquer, mais ils avaient des unfair advantage. Ils ont fait des perfs de ouf avec leur propre marque et ils exploitent ces perfs-là en disant, je vais t'aider à faire la même chose. C'est pas possible, tu vois. Et donc, en vrai, en fait, c'est ça pour moi le problème des infopreneurs, c'est qu'ils ont c'est que du marketing un peu genre, un peu cancer, un peu bullshit, tu vois. Et ils arrivent à te sortir des testimonials en mode, mais regarde, lui, il est trop fort, lui, il a réussi parce qu'il a fait ma formation. Ouais, mais t'as formé 10 000 personnes. Heureusement que dans la formation, il y en a au moins 5 qui ont réussi, tu vois. Et c'est pas forcément parce qu'ils ont suivi ton contenu, c'est parce qu'ils étaient peut-être déter, ils ont lâché les 200 balles, ils avaient le seum, ils voulaient les rentabiliser. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça où, en fait, tu sens que le marketing est un peu trop agressif, trop make money, là. C'est trop, enfin, c'est un peu abusé. Et en même temps, de l'autre côté, c'est ce qui marche. C'est ce qui marche. Et c'est ce que, tu vois, moi, je sais qu'il y a des trucs que j'ai pris dans la formation. C'est des petits trucs comme ça que j'ai pris, que j'ai piqué, que j'essaie d'appliquer avec tout mon savoir du SaaS, du B2B et autres. Mais c'est ce qui marche, tu vois. Mais en même temps, c'est ça qui est un peu complexe avec la formation. C'est que j'ai l'impression que si tu fais pas, si tu surenchéris pas, ça marche pas, moi, j'ai l'impresation. Ouais, si tu surenchéris pas, ça marche pas, tu vois. Et c'est abusé. Ça, justement, parlons-en, parce que toi, par exemple, le copywriting, c'est un exemple concret, parce que du coup, on connaît assez bien le sujet. Tu as beaucoup de formations sur le copywriting qui sont liées au monde de l'infoprenariat. Et c'est pour ça que, par exemple, toi, dans le monde de l'infoprenariat, tu as beaucoup de copywriters, toi, qui sont spécialisés justement sur les infopreneurs, etc. Sauf que les pratiques marketing dans le monde de l'infoprenariat et dans la réalité B2B, tu vois, c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que tu vois, tu sais, quand t'es infopreneur, tu fais des pages de vente à rallonge qui durent 14 pages où tu mets 14 ans à lire tout le bordel. Tu fais des séquences de mails de l'enfer, là, tu vois, qui durent des plombes et tout le bordel. Et surtout, tu fais des promesses, des machins. Enfin, tu fais des dingueries. Que tu ferais pas forcément dans un autre contexte, et je trouve que toi t'as un gros gap entre l'éducation qu'on fait sur la partie copywriting, tu vois, qui est justement beaucoup popularisée par les infopreneurs, tu vois, et finalement la réalité, par exemple, toi, d'une boîte B2B où tu prends un copywriter infopreneur, tu le fous dans du B2B, les mecs ils sont perdus, quoi, parce que tu vois, tu vas pas faire une page de vente de ouf pour vendre un SaaS, voilà, tu vois, ça c'est des trucs qui n'existent pas, quoi. Mais toi, je trouve qu'il y a un peu un gap sur le marché entre les formations copywriting, tu vois, qui sont plus orientées sur vente de la formation, quoi, et le copywriting de ok, mais en dehors du monde de la formation, le copywriting c'est utile dans plein de contextes, et je trouve que t'as un énorme fossé, quoi. Et surtout, t'as une grosse influence des infopreneurs sur le copywriting aujourd'hui, quoi, parce que c'est eux qui prennent le plus la parole sur ces machins-là, quoi. Et c'est ça, je pense, qui peut-être amène pas mal de gens à faire des trucs un peu cancer, ou tu vois, faire des trucs un peu dégueulasses, parce que t'as pas trop une contrebalance sur le marché sur du copywriting t'es dans un contexte B2B, tu peux pas aller dans des trucs ultra cancer comme ça, du coup en fait comment tu fais du copywriting sur un contexte plus classique, quoi. En vrai, par rapport à ce que tu dis, j'ai l'impression que tu vois, en fait, les infopreneurs, ils t'apprennent à devenir des infopreneurs, à mon sens. Quand ils t'apprennent le copywriting, ils t'apprennent à faire du copywriting d'infopreneur. Quand ils t'apprennent à faire du content, ils t'apprennent à faire du content d'infopreneur pour faire des millions de vues en parlant de pourquoi j'ai quitté la France sur LinkedIn et des trucs comme ça, tu vois. Mais j'ai vu peu de formations où ça t'apprend à faire du business, tu vois, à faire des trucs un peu carrés, à faire des trucs solides, genre formation, on t'apprend à lancer un SaaS, ça te donne les méthodologies, les templates, les questions à te poser, les trucs, les machins. Enfin, j'ai l'impression que juste ces formations-là, elles te forment pas au monde du travail, elles te forment au monde de l'infoprenariat ou au monde des trucs un peu farfelus et autres où tu over promise et under deliver. Après, en même temps, ça, pour moi, ça fait sens dans le sens où la plupart des gens, en tout cas ceux que j'ai en tête, évidemment, je connais pas tous les infopreneurs en France et encore moins international, mais c'est souvent soit des gens qui font une formation basée, comme vous l'avez dit, sur leur propre expérience. Je suis devenu riche, je vais vous montrer comment mais souvent ils sont devenus riches en apprenant aux autres à comment devenir riche, alors qu'en fait avant c'était les clochards, quoi. Exactement. Et tu vois, ils ont jamais rien fait pour devenir riche en dehors de ça, quoi. Et du coup après il faut un biais ou alors en fait, ou alors je suis devenu riche un jour ou un mois parce que j'ai fait un truc de ouf, j'ai eu un gros mois et je capitalise dessus et après je vous explique comment, tu vois. Par exemple, c'est toujours un peu bizarre comme ça. Par exemple, ou bien des gens qui ont une expérience finalement, on va dire, terrain en entreprise très très courte et qui sont allés directement en fait ou qui ont fait des stages, qui ont fait des trucs, mais et du coup sont allés directement sur de l'entrepreneuriat. Et dans l'entrepreneuriat, parce qu'en fait tu vois, il y a des gens qui vont choisir après leurs études, après quelques expériences, d'aller faire du SaaS. Il y en a d'autres qui choisissent de faire l'entrepreneuriat sur la partie infoprenariat, et du coup ils se basent sur ce qu'ils ont vu et ce qui est très short, tu vois, finalement, et ils ont pas une connaissance, tu vois, une expertise telle qui leur permet de pouvoir en fait contrebalancer. Et d'ailleurs moi c'est un peu ça la difficulté que j'ai.
Non, en fait, si tu te spécialises, tu dis que j'ai fait ma formation, c'est que pour apprendre à faire ce truc précis et tout. Tu vois, c'est pas hyper grave. Oui, mais c'est-à-dire que 2 ans, 1 an d'expé. Oui, mais t'es limité. Tu vois, Sur je ton sais pas marché. si t'as fait 1 an de vente et que tu vas apprendre à des gens à faire de la vente, tu vois, à un moment donné, t'as 1 an de vente, quoi. Tu vois. Oui, mais la vente, tu sais, c'est large. Si tu as Oui. fait un an de, je sais pas moi, montage vidéo dans une boîte, machin, un truc et tout, tu peux te dire, bon, vas-y, je fais une petite formation Ok. sur. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux faire ça, mais ce que je veux dire, c'est que tu as quand même. Enfin, là, on parle par exemple, c'était pour répondre à ce que disait Alex, tu vois, sur le fait qu'aujourd'hui, les gens qui t'apprennent. Enfin, moi, aujourd'hui, toutes les formations que je vois de marketing et de vente, effectivement, c'est du contenu qui me permet moi-même, si j'ai envie de monter moi-même une formation, tu vois. Et pas. Ça va pas être une formation qui va me permettre, et aujourd'hui, je pense pas qu'il y a beaucoup de choses qui va me permettre d'être excellent, par exemple. Tu vois, ça pourrait être ça, hein. Excellent dans ma boîte, par exemple, si je travaille dans une scale-up en tant que, je sais pas, je sais pas, même, tu vois, CMO, tu vois, comment je pourrais être excellent. Formation CSM. Formation CSM, etc. Il y a peu de trucs comme ça, donc c'est vraiment genre, en général, faites comme moi, etc. Mais ça, juste pour te couper, ça, en fait, ça montre aussi que c'est tout le temps les mêmes formations. Ouais, c'est tout le temps les mêmes formations. Après, en même temps, ça marche. Oui, mais c'est pour ça aussi qu'ils sont tous dans le toujours mettre la barre plus haute et tout. C'est parce qu'en fait, ils vendent tous la même chose, absolument tous la même chose. C'est tous agence SMMA, agence machin, formation cold emailing, formation je t'apprends à la vente, je sais pas pourquoi faire et tout. Cold enfin, tu vois, en vrai, c'est souvent les mêmes sujets tout le temps. Il y a peu de personnes qui ont l'audace, ça je veux pas dire de gros mots, mais de se nicher dans leur formation. Parce qu'en fait, quand les gens ils se disent formation, ils se disent vas-y formation, gros marché, je veux faire un max d'oseille, tu vois. Ouais, il y a ça aussi, ouais. Il y a effectivement la partie marché. Après, moi, il y a aussi le fait que, oui, c'est souvent des profils jeunes, et c'est aussi beaucoup ce que je voulais dire aussi, c'était beaucoup des gens qui vendent en fait leur propre expérience. Voilà. C'est, en fait, j'ai fait ça, je vous montre comment j'ai fait, et c'est beaucoup ça. Ce qui est normal en fait d'une certaine manière, mais l'expérience elle est pas ouf en fait, elle est pas énorme en fait en termes de voilà. Après, tu vois, je voulais prendre un exemple d'une formation que j'ai faite et que j'ai trouvé et que je trouve très bien, tu vois. Et qui est un peu, globalement, qui peut toucher beaucoup de gens. C'est la formation de Shubham, tu vois, de Make. Et lui, en fait, je trouve qu'il a un profil intéressant parce que, en fait, déjà, il a fait du contenu gratuit énormément, mais énormément. Et rien qu'avec son contenu gratuit, en fait, en vrai, t'es pas du tout obligé d'acheter sa formation. Enfin, si tu veux aller plus loin, mais en fait, tu peux faire déjà beaucoup de choses avec, notamment sur Notion, etc. Mais ce que je trouve intéressant avec lui, c'est que, en fait, c'est quelqu'un qui a bossé beaucoup déjà dans le monde, qui a accompagné beaucoup de boîtes, en fait, des scale-up, qui a une vraie expertise, terrain, tu vois. Donc, qui a vu pas mal d'équipes travailler, comment les gens travaillent, comment les gens perdent énormément de temps, etc. Et en fait, je sais pas pourquoi, je trouve que ça rend, en fait, sa formation hyper pratique. Tu vois, genre, en tout cas, son profil, j'ai l'impression comme il a fait plein de choses, tu vois, il a fait de la vente, et en même temps, il a fait beaucoup de tech, en même temps, il a accompagné beaucoup de boîtes, en fait, à faire en sorte, il le fait toujours, en plus, à optimiser leur process. Et du coup, je trouve, en fait, que sa formation, tu vois, elle est extrêmement pratique. Tu sors de là-dedans, tu sais ce que tu vas trouver, et tu sais ce que tu vas chercher. Et en plus, c'est vraiment en continu, où il a vraiment réussi à faire en sorte que la communauté, en plus, aide les autres, etc. Tu vois, vraiment t'as plusieurs niveaux, d'ailleurs. En plus, t'as les nouveaux experts en make, ce que je suis pas du tout. Et puis, t'as les experts, t'as les débutants, tu vois. Et dans les débutants, tu vois, t'as des gens qui ont suivi la formation depuis longtemps, et qui viennent en fait t'apprendre des trucs, etc. Évidemment, lui, il est toujours là, tu vois. Parce que ça aussi, il faut en parler, tu vois. Genre, il y a les formations full en ligne, où en fait, je crois que c'était une stat, c'était même pas 1% des gens finissent une formation en ligne, donc ça, c'est un problème. C'est pour ça qu'est arrivée la partie formation hybride. Et donc, du coup, par exemple, l'information de Shubham, je crois que c'est un peu, aller une fois toutes les 2 semaines, tu as ce qu'on appelle un office hour, où en fait, il est là, et en fait, tu poses tes questions, et on travaille sur ton cas. Parce que ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'une formation comme ça, moi, je peux être en ligne. Moi, j'ai des problématiques. Je veux qu'on se pose sur ma problématique. Et j'aimerais qu'on ait la possibilité de me poser. Si j'ai envie de progresser au copywriting, je veux qu'on regarde mes posts, en fait. Ça, je regarde. Je vais pas apprendre. Ça me fait penser. Ah, pardon, vas-y. Non, excuse-moi, mais ça me fait penser à un épisode de podcast où il y a quelqu'un qui disait les formations, c'est bien, mais le coaching, c'est mieux. Parce qu'en fait, tu peux consommer l'information, apprendre des trucs et tout, mais le coaching, c'est là où on remet en question des questions que tu te poses, c'est là où on vient te challenger, c'est là où tu peux un peu échanger, voir ton raisonnement et tout, tu vois. Et du coup, un peu mixer les deux c'est bien, t'as suivi la formation, on est au même niveau maintenant. Genre, tu sais comment faire et tout. Maintenant, tu viens me parler de ton use case, de ton truc, ton machin, et là, je viens te challenger en disant, ouais, mais non, faut pas faire ça, applique ça comme ça, etc., tu vois. Et ça, je trouve ça intéressant. Mais c'est vrai que une formation sans ça, c'est moins
c'est plus compliqué d'en tirer de la valeur. Et c'est pour ça que j'ai Moi, toujours j'en ai du acheté mal. une. Même... J'en ai acheté une sur l'IA, j'ai suivi la formation. Bah, pas au total et tout. Mais tu vois, je sens que il y a quand même Tu fais partie des manque 99%, quoi. Ouais, Tu fais moi je fais partie des 1%, 99% de ouf. Mais bon, après c'était une formation que j'ai achetée. Je sais pas si j'en avais vraiment besoin. Je voulais soutenir la personne et tout. Enfin bref, c'est un autre délire. Mais quand même, tu vois. Mais même on a fait des formations ensemble, Alexandre, avec Émile. Moi j'ai Oui, trouvé c'est vrai qu'on a fait hyper bien, ensemble. tu vois. Bah, Je les ai trouvés hyper bien. Émile, c'est vrai que c'était format hybride plus bootcamp, parce que du coup, t'es obligé de venir aux sessions, parce que c'est du synchrone. Et du coup, c'est vrai que t'avances facilement. Et puis j'ai l'impression que t'as pas mal de mecs qui sont vraiment focus formation et faire en sorte que les gens aient des résultats, où ils reviennent du coup un petit peu de ce format formation classique, parce que les gens en fait passent pas à l'action, quoi. Alors qu'avec le format d'Émile, qui est du coup maintenant qui a rejoint le wagon. Le wagon. C'est vrai que c'était un format où en fait comme t'es en truc synchrone, t'es obligé tu viens, tu te pointes, tu fais les trucs, voilà, tu peux pas laisser ton machin de côté et pas avancer, ensemble, quoi. On s'entraidait et tout, c'était bonne formation, un bon truc quand même. Mais ça, justement, parlons-en déjà. Comment, toi, par exemple, t'es intéressé demain par les formations? T'as plein de cancers qui te font des promesses un peu débiles et tout, tu vois, et toi t'es un peu un noob, tu débarques et bon, tu sais pas trop un peu est-ce que lui c'est crédible, pas crédible, je sais pas quoi, etc., quoi. Comment vous repérez les mecs qui sont foireux, les gens qui sont moins foireux, quoi, et du coup là où tu dois mettre ton cash, quoi, tu vois, est-ce que vous avez des signaux un peu en amont pour repérer, voilà, pour investir, tu vois, dans les bons trucs, quoi, et pas te faire avoir par un mec cancer, tu vois, avec son petit marketing qui va bien, et puis t'arrives, c'est souvent comme ça, hein. Tu vois, les frérots, ils te font un marketing de baiser avant. En fait, quand t'arrives dans le truc, c'est de la merde, quoi. Tu sais, c'est en mode, ok, on n'avait plus de budget pour faire la formation, en fait, quoi. Tu vois, on a tout mis marketing, et après, quand t'es là, c'est bon, quoi. Je pense qu'il y a un truc, peut-être Laetitia sera d'accord avec moi. Il faut regarder la source de revenus de la personne qui fait la formation. Si la personne elle t'apprend à vendre, mais que la source de revenus c'est la formation, bah c'est qu'elle a pas fait de vente depuis un petit moment potentiellement. Tu vois. Moi je suis d'accord avec toi, mais comme je suis celle qui se fait toujours avoir, commençons par. En fait, c'était ma première année. Attendez, c'était ma première année où en fait je commençais à mettre de l'argent dans des formations. Et j'avoue que moi je suis quelqu'un qui est très influencé par ce qu'on appelle le FOMO. Et j'avoue que en fait aujourd'hui je commence à regarder en fait les critères que tu dis, Marwan, mais pendant je sais pas combien de temps. En fait pour moi c'était en mode genre ok quoi, tu vois, il y a pas de raison. Moi, ce qu'on me raconte, c'est la réalité. Voilà ce que je vais avoir comme résultat, etc., etc. Et du coup, Laetitia t'a envoyé des passes uniques qui disaient je t'apprends à faire 1 million en 2 jours. Attends, en mode waouh, vas-y, let's go. Si c'est la vérité, je suis vraiment déter. Faut pas exagérer. C'était pas ce genre de niveau-là. Mais en vrai, c'était pas. En fait, quand tu connais pas un domaine, déjà, il faut savoir que quand tu connais pas un domaine, c'est hyper difficile en fait de savoir ce qui est possible et ce qui est pas possible, tu vois. Genre moi, en fait, qui viens du monde du SaaS, tu me dis. Dans le freelancing, je peux t'aider à faire 10 000 euros par mois. J'ai aucune raison de te dire que c'est pas possible, en fait. J'ai pas de référentiel. Tant que tu le fais pas, t'as pas de référentiel. Surtout que tout est possible, mais genre, faut regarder aussi le contexte. Enfin, il y a plein de choses après d'en regarder. Il faut regarder le contexte. Et les gens, combien de fois, machin. C'est ça. Et les gens te donnent pas le contexte. Mais du coup, effectivement, je pense que maintenant, aujourd'hui, comme tu dis, Marwan, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder vraiment sur LinkedIn, je vais regarder le background du gars. Après, je vais regarder sur Internet, je vais faire plein de recherches pour me dire en fait ce mec-là il vient d'où, etc. D'ailleurs c'est pour ça que je peux même je pense te faire l'histoire. J'ai écouté plein de podcasts avant d'acheter la formation de Shubham, donc j'ai écouté plein de podcasts pour croiser est-ce que c'est vrai ce qu'il a raconté, etc. Donc ce mec-là est un gars sûr. Mais à part ça, tu vois, genre il y a des gens où en fait tu dis attends t'as dit cette information là, ouais t'as commencé en je sais pas combien d'années t'as fait ça, sur ce truc là tu dis ça. Il y a des trucs, c'est pas clair. Il y a des gens, c'est pas clair. On connaît pas, ou même, on voit pas tes réalisations, les gens où on voit pas vraiment tes réalisations, et elles sont pas palpables. Et elles datent de quand? Elles datent de plein. Elles datent de quand? Sur quel contexte, etc. Ça, enfin voilà, tu vois, c'est, pour moi, ça c'est, en fait, c'est un signe qu'il faut faire attention. Et puis après, moi, je pense qu'aussi, il faut aussi, parce qu'on est enfin, tu vois, le copywriting, c'est aussi, ça joue sur tes émotions. Il y a un moment donné, t'es en stress, tu veux faire du chiffre, tu veux aller vite. Et il faut aussi également, en se remettre ça, on l'a dit plusieurs fois dans ce podcast, de se dire, en fait, ok, je fais les choses déjà pour faire quoi? Et je veux aller vite pour faire quoi? Parce qu'en fait, en vrai, il y a des endroits, tu vois, où en fait tu peux pas aller super vite et ça sert à rien d'aller choisir. Enfin, je prends l'exemple du copywriting. Moi, par exemple, j'ai suivi pas mal de trucs sur le copywriting. En vrai, ça m'a pas permis
de faire ce que j'avais besoin de faire, c'est-à-dire de créer du contenu en quantité, cohérent et qui ait les résultats que je veux. En vrai, ce que disait, c'est pas pour saucer Marwan, j'ai pas de part malheureusement dans cette formation, mais du coup, en fait, la formation de Marwan, typiquement, c'était pas en fait me dire, parce que moi j'avais un espèce de blocage sur l'écriture, tu vois. J'ai toujours eu un blocage sur l'écriture. C'est pas mon truc c'est plus l'oral, etc. Et puis en plus, j'aime pas écrire. Donc du coup, genre en fait, si je pouvais faire toutes les formations qu'il fallait en fait de copywriting, ça allait pas résoudre le problème. Parce que mon problème déjà, c'était de capter en fait pourquoi je faisais du contenu, de construire en fait, comme aime bien dit Marwan, ma brand, que c'est un sens en fait tout ce que je suis en train de faire par rapport à mon projet global, qui est mon SaaS que je suis en train de lancer, voilà mon projet de soloprenariat. Et en fait, j'avais besoin que quelqu'un, donc du coup j'ai de la chance d'avoir le coaching de Marwan, mais ta formation, elle permet ça en fait. Elle permet en fait de se dire ok, je commence par le début et c'est pas je me lance comme un nouveau-né là comme ça sur LinkedIn à faire n'importe quoi et puis à m'afficher parce qu'en fait en plus surtout moi j'avais un enjeu à chaque fois, tu te foutais de moi Marwan, mais j'avais un enjeu qui était ma réputation. Ça faisait 10 ans que j'ai quand même un réseau, j'ai quand même une réputation, etc. Je pouvais pas faire n'importe quoi, tu vois, arriver voilà, tu vois. Donc là, tu vois, aujourd'hui c'est aussi également c'est quels sont tes objectifs. Et je trouve que les formations parfois elles sont juste sur le, je sais pas si c'est assez clair ce que je dis, mais elles vont juste te donner, vas-y tiens le résultat, enfin elles vont te dire vas-y fais le dernier kilomètre, mais en réalité tu vas faire des posts chiadés, c'est le dernier kilomètre. Avant ça il y a plein de trucs à faire, tu vois. Il y a comprendre le contenu que tu veux faire, tes piliers de contenu comme tu disais, et ça m'a pris en fait, finalement je me suis dit ok stop, on arrête d'écrire sur LinkedIn, on arrête de faire quoi que ce soit et je vais réfléchir en fait qu'est-ce que j'ai envie de raconter, comment j'ai envie de le raconter, sur quel format j'ai envie de le raconter, etc., etc. Pour faire quoi, pour qu'on ait quelle image de moi et que, tu vois, genre, et ce travail-là, c'est un travail de marketing, en fait. En fait, tu m'apprends à être pourquoi tu rigoles, en fait, Alex? Non, parce qu'il y a ton minou, là, ou c'est le minou de Marwan, là, il veut de la babaque, là, il a pas de chat. C'est mon chat, mais attendez, juste un instant, il faut que j'y ouvre. C'est pas le mastermind, voilà, on est pas là pour... le prince, le chat prince, voilà, il faut qu'on lui ouvre la porte et tout, machin, sinon il vénère. C'est ça. C'est bon. En plus, non, mais c'est l'esprit de contradiction parce que je vais ouvrir la porte, il n'est pas voulu sortir. Bref, donc du coup, voilà, je sais pas si c'est clair, mais voilà. En fait, en gros, tu m'as appris à faire du market, en fait. Pas à écrire sur LinkedIn. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin, merci. Merci pour prétentieux. La promo. Envoyez-moi un message, Laetitia 10 et je vous enverrai un code promo. Voilà. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. En fait, après, c'est prétentieux de dire que je suis une marketeuse aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a permis, c'est ça, en fait, que je comprends qui fait que je progresse, tu vois. On a vu la différence de ouf avec Alexandre, de toi avant versus toi maintenant, pas forcément que dans le contenu, mais dans la réflexion, dans tout, et même le contenu. T'as vu maintenant, avant d'enregistrer, je t'ai dit hello l'influenceuse, parce que vraiment ça a tout changé. Mais en fait, je pense pour revenir sur ce que t'as dit, une des questions que tu pourrais te poser pour essayer de traduire ça, c'est en fait, tu pars de l'objectif que la personne elle vend. Excusez-moi. Non, t'inquiète. Tu pars de l'objectif que la personne elle vend et tu te demandes genre est-ce que c'est, je sais pas comment dire, mais est-ce que c'est ce que je veux devenir, tu vois? Parce que des fois t'as des formations qui te disent ouais faire des millions de vues et tout. Ok, mais est-ce que moi je veux faire des millions de vues ou je veux faire de l'argent, tu vois? J'ai pas envie d'être une influenceuse ou un influenceur. Donc faire des millions de vues, ok, c'est cool, c'est bien pour l'ego, mais est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que ça m'aide dans mon business, tu vois? Faire des millions de vues, c'est trop cool quand t'es un infopreneur ou que t'es un freelance, et encore ça dépend. Par contre, ça sert à rien quand t'as un SaaS et que t'es en train de vendre un truc pour faire des factures et que t'es freelance, tu vois. Peut-être que d'abord, tu veux apprendre à avoir une bonne strat, enfin, je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, j'essaierai de me poser ces questions-là. J'essaierai de regarder un peu le background de la personne en mode qu'est-ce qu'elle a fait et tout. Et après, il y a des gens, ils ont des petits backgrounds, mais ils ont des expériences de ouf qui peuvent les faire, qui peuvent être crédibles. Donc ça, c'est pas grave. Mais surtout aussi, c'est quoi un peu la source de revenus de la personne, tu vois. Et les exploits qu'elle te vend, qu'elle te met en avant, ils datent de quand, tu vois. Genre, s'ils datent de j'ai closé telle boîte en 2017, ok, mais vas-y, on est en 2023. Peut-être que maintenant, tu l'aurais pas reclosé. Peut-être les choses, elles ont changé. Le contexte a changé. Tu vois, il y a plein de choses un petit peu aussi sur ça que je regardais. Et puis après, moi, je suis un crevard, donc je regarde le prix. Je regarde le prix et je me dis, est-ce que vraiment j'ai envie de lâcher autant d'argent là-dedans? Est-ce que si je passe une journée, je peux pas, genre, solo me former sur le truc et autres? Mais j'ai un peu changé sur tout ça.
Et des fois, ça me fait moins peur de prendre des formations parce que je veux aussi aller vite. Mais c'est parce que j'ai pris en maturité sur certains sujets et je sais que quand je prends la formation, je la prends dans un objectif ultra précis, qu'elle va répondre à cet objectif-là et ça me dérange pas de la prendre et d'aller pleine balle, tu vois. Genre quand j'ai pris la formation IA, je sais que je suis pas un amateur parce que je fais déjà plein de choses avec l'IA et tout, j'ai testé, etc. Même je n'utilise pas forcément dans mon quotidien. Mais je voulais me former un peu plus, comprendre des trucs qui étaient importants pour moi parce que j'allais les exploiter dans mon business, notamment sur mes SaaS, etc., etc., tu vois. Et c'est des trucs que j'avais pas expérimenté tout seul et je voulais aller vite. Mais j'ai vraiment un objectif ultra clair quand je prends une formation. Ah, j'ai l'impression les formations quand tu démarres là-dedans, t'es obligé un peu de te faire niquer au début, quoi. Tu vois, parce que quand t'as pas une maturité très forte, bah tu vas être attiré par la merde, quoi, tu sais, parce que t'es un noob, tu débarques et tout, tu dis ok, bah lui, ok, apparemment c'est ça qu'il faut faire, lui c'est le mec connu, je sais pas quoi, machin, voilà, quoi. Et en fait c'est quand tu t'es fait niquer une première fois, là tu te dis putain, je me suis fait baiser et tout, là, je suis un débile, quoi. Et là tu commences, tu vois, à avoir un niveau de maturité plus fort où tu vas aller sur des trucs qui sont plus pointus, quoi, et tu comprends mieux, enfin t'arrives à mieux comprendre c'est quoi ton vrai besoin ou c'est quoi les vrais sujets, etc. Alors que quand t'es au tout départ, c'est là où en fait c'est compliqué de diriger parce que forcément tu vas aller vers les gros qui sont visibles et tu vas pas aller vers le truc planqué, pas forcément très connu. Tu te dis vas-y, ça je sais pas, c'est un truc je sais pas, je connais pas, toi, ça, et forcément comme les grosses démerdes pour pouvoir être très visible, toi, bah comme tu t'es pas encore fait enfumer, tu dis ok, bah attends, lui il fait du bruit, apparemment il y a beaucoup de gens qui achètent, il y a des avis, il y a des machins, je sais pas, il y a quelle dinguerie, mais c'est que comme ce sont des mecs cancer, on en parlait. Les avis, là. Ouais, les avis qui bullshit. Ces mecs-là, souvent, ils ont zéro mauvais avis. Et en fait, parce qu'ils ont des exploits sur les internets. C'est quoi le pire? Moi, le truc qui me mindfuck, c'est que sur leur site, leur page de vente, il y a les petits pop-up en bas qui disent Pierre a acheté la formation il y a 2 minutes. Jean-Claude a acheté la formation il y a 5 minutes. Tu restes sur la page pendant une journée et il y a eu 10 000 ventes. Et t'es en mode, what the fuck, j'en suis pas là. C'est n'importe quoi. Et le tout, ça s'appelle. Franchement, c'est fort. Review prouvé, je sais pas quoi, j'étais en mode waouh, ils sont trop ouf. Genre, mais c'est fort parce que mais moi je trouve ça trop fort parce que t'imagines tu faisais ça pour un SaaS, personne fait ça pour un SaaS. Ouais, mais est-ce que ça marcherait pour un SaaS ou toi tu l'associerais trop à Bristol? Toi, est-ce que ça fonctionnerait? Je sais pas trop. Sur des trucs avec des bannières, je te dis pas pour un logiciel, etc., un CRM, mais genre sur du panier bas, genre tu vois un truc comme Lemlist, ou peut-être pas Lemlist, peut-être le Wallaxy, avec Wallaxy ça marcherait de ouf. Pas besoin de Lemlist, parce que Lemlist ils ont fait une formation justement, ils ont fait payant au début et après ça a fait gratuit. Donc ça, parlons de cette entourloupe aussi. Bah, je pourrais en parler parce que j'ai travaillé chez Lemlist, c'est une autre strate, mais en gros, non, mais imagine juste ce truc tu vois, c'est là où on disait il y a des trucs à apprendre dans la formation et tout. Peut-être que tu l'adaptes pas en disant machin, acheter Lemlist, machin, acheter Lemlist, mais tu pourrais faire des notifs en mode Laetitia a atteint 100% 50% de taux d'ouverture cette semaine. Enfin, tu vois, tu pourrais faire des petits ça pourrait être stylé. En fait, pour moi, c'est ça. Qu'est-ce que vous feriez, par exemple, parce que si on prend les pratiques infopreneurs pour les appliquer dans le contexte B2B, par rapport à ce que vous avez pu voir avant comme pratique de cancer, comment on pourrait l'appliquer dans un environnement non cancer? Moi, je veux juste me désolidariser. Il n'y a pas que des cancers. Moi, en fait, je me désolidarise. Laissez des mauvais avis, vous inquiétez pas, je suis prêt à prendre les coups. Il n'y a pas que des cancers. Moi, j'ai fait des formations avec des gens verts. Je vais vous gifler dans les commentaires si vous mettez les commentaires. Non, mais il y a des trucs à prendre, tu vois. Genre, imagine, vas-y, welcome si vous nous écoutez. Venez nous donner votre argent, on va vous aider à faire des dingueries. Mais imagine, sur la page welcome, tu as le petit pop-up qui dit Alexandre a candidaté, tu vois, chez telle boîte. Ah, mais ça tu l'as un petit peu. Tu sais, sur LinkedIn, ils te mettent en mode, il y a tant de mecs qui ont candidaté sur le truc. Mais ça, tu l'as pas en live souvent. Mais sur du SaaS. C'est pas un truc, sur du SaaS et tout. T'es là, tu te balades sur la page sales, et puis là, il y a un notif qui dit Alexandre vient de candidater chez Payfit, tu vois. En fait, juste, ça te donne envie, toi aussi, de passer un peu à l'action, à faire ce truc et tout. Faut juste que tu détermines un peu dans ton SaaS, c'est quoi la North Star Value, et ensuite, tu te dis, OK, moi, je veux qu'il fasse cette action-là, et il y a des petites mécaniques comme ça et tout. Mais en fait. Il y a ça, il y a par exemple aussi également, tu vois, genre lancer des challenges. Genre là, en ce moment, il y a le mini challenge de Nina Ramen. Là, en fait, mon feed LinkedIn, il est rempli parce que, évidemment, j'ai plein de nanas dans mon feed qui sont des meufs féministes, ou en tout cas qui se revendiquent peut-être pas forcément féministes, mais qui sont en mode genre girl power. Et en fait, quand tu regardes sur ton truc, tous tes potes qui ont, je fais partie du mini challenge, je fais le mini challenge avec le truc, etc. En fait, tu vois pas Nina, mais les gens, ils peuvent mettre leur photo dessus. Ça, c'est trop fort, ça. Et ça, en fait, dans le SaaS, il y a des mini tentatives. Moi, je me souviens, chez C-Cube, on a fait une mini tentative, on n'a pas été au bout de ça, où en fait, quand tu signes un client, tu pourrais très bien faire en sorte
tu vois, qu'ils inondent, surtout quand tu as des clients en masse, qu'ils inondent en fait LinkedIn et que tout le monde se dise ah, ok. Tu vois, par exemple, je donne un exemple à un client pour lequel je bosse actuellement. Il fait de la formation pour les boîtes et à la fin de la formation, ça a un SaaS, hein, mais du coup ça permet de faire de la formation, etc. Et à la fin de la formation, ils ont chacun un certificat. Et certificat, tu peux le partager sur LinkedIn. Et du coup, il a réussi à avoir de nouveaux clients, dire attends, cette boîte-là, tous les salariés de cette boîte-là, ils communiquent sur ça. Attends, moi je veux pareil pour mes salariés. Et tu vois, je trouve ça, tu vois, moi je trouve ça intéressant. En fait, des logiques trop bien. Il y a tu des donnes un logiques qui sont score, t'envoies le certificat plus un template de post LinkedIn et tu dis vas-y poste et tout. Mais en fait, le vrai truc avec les formations qu'il faut prendre, c'est que les formations, ils s'en battent les steaks, ils font les choses. Et nous, dans le sas, on est en mode ah mais attends, je vais réfléchir. Est-ce que mon funnel, prends un post template LinkedIn, envoie-le à tous tes clients, envoie-le à tes clients et fais les poster. Ils sont plus pragmatiques. Ils sont plus pragmatiques. En mode ils ont pas ce côté en fait. Ils ont pas ce. Quand tu regardes par exemple un mec comme Yumi, il s'en fout que tu lui dises ouais c'est propre, c'est pas propre, ou bien voilà, le gars il ship. Le gars en plus il est en mode après t'aimes ou t'aimes pas, hein, mais tu vois genre. Moi, je fais partie de ce monde-là, je fais du business, voilà, un peu le côté un peu intello qu'il y a dans la Startup Nation qui est insupportable. Et en fait, qui fait que je pense qu'en fait, et en plus qui est démultiplié. Alors les gens, ça va pas leur plaire que j'ai ça, mais en France, alors que franchement, c'est pas ici qu'on a les plus, enfin c'est pas en France qu'on a les meilleures boîtes, hein, à ce que je sache. À l'échelle mondiale, on a des petites merdes. À l'échelle mondiale, c'est catastrophique. Pourtant, on a ce côté, on dirait qu'on a fait Facebook ici, on dirait qu'on a fait Twitter. Si tu regardes les gens, t'as l'impression ils ont fait Twitter, ils ont fait Facebook. Mais bon, bref, je ferme la parenthèse. Mais du coup, tu vois, avec ce mépris-là. Encore des mauvais avis qui vont venir. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Non, mais en vrai, on dit les termes. French Tech 500, je sais pas quoi, là. Ils vont envoyer leur Slack. On va y avoir des mauvais avis. Moi, je me déconnecte de ce live. Allez, merci, au revoir. Moi, je suis d'accord avec Laetitia. Il y a quelqu'un qui a dit sur LinkedIn, ce podcast aurait pu s'appeler on dit les termes. Donc bref, tout le monde pense ça. Et tout le monde pense ça par ailleurs. Mais en fait, c'est pas une critique. Enfin, on a la culture qu'on a, on fait avec, et je suis dedans, il y a pas de souci. Le seul truc, c'est que je trouve que ce côté un peu suffisant qu'on peut avoir dans la Startup Nation, on a ce côté suffisant en fait de comment. Moi, je pense pas qu'en fait les gens j'ai rien. Enfin, pour être passé. Alors, j'ai pas été autant implanté aux États-Unis pour m'en rendre compte. Mais franchement, connaissant un peu le mindset américain, je pense pas qu'il y ait cette suffisance entre les mecs qui ont monté des SaaS et envers le mec qui fait de l'infoprenariat. Tu les vois, les Justin Welch. Les SaaS, ils sont en mode, mais ce mec est trop fort, là, ils sont sponsorisés par des gars comme ça et tout, tu vois. Alors qu'ici, il n'y a pas un SaaS qui va venir sponsor Yomi. Ils ont tous peur, tu vois. Ou un SaaS qui va sponsor un infopreneur. Alors que franchement, moi, je trouve qu'en marketing, ils ont des trucs où, en fait, effectivement, comme on l'a dit, on peut vraiment, c'est un truc. À part, tu vois, le truc, et de l'autre côté, l'infoprenariat devrait beaucoup plus s'inspirer. Non, écoutez, les gars, c'est pas possible d'avoir des avis de pas avoir d'avis négatifs. Ça déjà, ça sent plus de transparence. Plus de transparence, tu vois, le côté transparent. C'est la marché là-dedans, il n'y a pas de côté transparent, c'est mauvais avis, on va te killer, on t'envoie les avocats, et puis t'es down. C'est finito, toi, ta vie est morte. Mais parce que tout repose, mais c'est là où ils sont trop forts, mais c'est que tout repose sur leur image et leur marketing. Pour moi, c'est entre guillemets des génies du marketing, parce qu'ils ont tout compris, tu vois, quand je regarde à travers mon prisme de positionnement, branding, machin et tout, eux, ils se sont dit, moi, mon positionnement, c'est ça, donc j'y vais à 200%, donc je fais des TikTok de ouf, si t'es pas d'accord, c'est pas grave. Et ensuite, du coup, je joue aussi sur le fait que j'ai des ennemis, et genre, tu vois, Yomi, ses ennemis, c'est les mecs qui font pas d'argent, mais qui se prennent pour des ouf avec leur SaaS et tout, qui me crachent à la gueule alors que moi, je fais de l'argent, je fais du business, je fais tourner le truc. Tu vois, ils ont des ennemis, ils ont une stratégie, un positionnement, ils tabassent dessus, et du coup, il y a plein de gens qui les aiment pas, mais ils s'en foutent. Eux, il y a plein de gens qui les aiment aussi et qui achètent leur formation, qui viennent commenter les vidéos, qui rendent les trucs viraux, etc., tu vois. Et c'est là où ils sont trop bons en marketing et où il y a des trucs qu'il faut aller leur chercher. Dans le SaaS, tu vois, on veut plaire à tout le monde, on est lisse, on fait n'importe quoi, on a des positionnements tout éclatés, t'arrives sur la LP, tu comprends rien. Quand t'arrives sur la LP d'un entrepreneur, est-ce que tu peux prendre autant de risques que ça sur du SaaS, toi? On a eu le cas, on va pas citer les noms, mais je pense que les gens sauront de qui des questions, parce qu'on veut pas avoir trop de mauvais avis non plus, donc on va se calmer. Mais si vous voulez qu'on continue à raconter les termes, donnez de la force dans les commentaires, parce qu'on commence à être fragile là sur nos appuis là. Donc faut mettez des bonnes notes là, parce que sinon ça va pas s'appeler les termes, ça va s'appeler le bullshit mastermind. Franchement, pour nous, avoir une étoile, c'est un point positif. Ça veut dire qu'on est en train de dire des choses que les gens ils sont pas contents qu'on dise.
Ouais, mais c'est pour ça aider à faire remonter, parce que là, le podcast, c'est dit ouais, avis négatif, là on vous met dans les bas-fonds des classements, parce qu'on n'aime pas dire les termes, quoi. Et donc tu vois, récemment il y a eu un organisme de formation donc assez connu sur le growth, tu vois, qui a sorti des dingueries là, tu vois, je crois faire un genre de faux webinar avec plusieurs personnes, tu vois, qui sont un peu des influx aussi LinkedIn. Et ça a fini du coup plus ou moins par se savoir, je sais pas quoi, plus avec des promos de l'enfer, genre en mode moins 90%, en fait, 95%, ils ont fait un gros webinar et ensuite ils ont dit on annule le webinar, et puis ensuite ils ont envoyé un email en disant bon, comme on annule le webinar, tenez le lien de notre formation moins cher, je sais pas, un truc comme ça, c'est ça. Ouais, mais tu sais, mais moins cher, pas moins cher de 5%, c'était moins cher, vas-y, moins 80, moins 90%, enfin, toi, là, t'arrives dans des dérives de ouf, tu dis, ok, what the fuck, c'est quoi cette affaire, là, ça part en sucette, quoi. Et du coup, ça, comme on est sur des domaines où t'as pas une profondeur de marché qui est non plus illimitée, comme on pourrait l'avoir en B2C, tu te grilles facilement auprès de tes potentiels acheteurs, et j'ai l'impression qu'en B2B les mecs mettent beaucoup plus longtemps, tu vois. Toi par exemple en B2B t'as pas beaucoup de gens qui ont des vrais trucs avec de l'email quotidien comme pourraient le faire les infopreneurs, etc. Toi, ça c'est une pratique plutôt orientée infoprenariat, quoi. Et du coup peut-être que nous on est plus dans l'optique de on fait du content sur LinkedIn, ce genre de choses, etc. Et du coup la confiance que tu as créée avec ton audience, elle peut assez vite disparaître si tu commences à faire n'importe quoi, tu vois, à faire des dingueries comme ça parce que t'es en mode vas-y, faut shipper, faut faire n'importe quoi, du coup on balance des trucs et du coup on fait des promos à moins 90% parce que non, vas-y mais en fait je pense que tu vois, je pense que ça c'est pas adapté, mais il y a des trucs comme on l'a pu le dire, ça moi je pense que de toute façon en B2B en plus la question de la confiance elle est centrale, et en plus t'as pas un marché qui est infini, t'as un marché. Si tu commences à le cramer, t'es foutu, voilà, et puis t'arrives. Contrairement à ce qu'on pense, hein. Souvent on se dit ouais, mon marché est profond, et puis tu fais les chiffres et tu dis j'ai 1000 boîtes qui peuvent m'acheter. Ouais, mon marché il est minuscule. Les outils d'automatisation. Surtout si tu fais que du business en France, quoi. Donc du coup voilà. Ouais. Alors que si tu fais de l'infoprenariat finalement et sur de la partie B2C, ton marché, enfin tu vois, on en a vu des gens qui voilà qui ont eu une sale réputation ou qui ont eu des sauces sur LinkedIn, ils sont jamais morts ces gens-là, tu vois. Moi j'ai vu des gens, ils ont eu des sauces cette année sur LinkedIn. Bon ils continuent à vendre des formations et très fort, tu vois. Donc c'est pas le même impact. Donc pour moi il y a des choses. C'est pour ça, pour moi en fait ce que je pense que je prends des gens que je vois à l'infoprenariat et ce qui m'intéresse, c'est leur capacité, comme a dit Marouane, à shipper des trucs, ça sortir, tu vois, ils se prennent pas la tête, enfin tu vois, ils sortent des trucs, et surtout ils ont cette capacité, tu vois, à ce qu'on t'apprend normalement pareil dans l'entrepreneuriat, mais genre voilà, on sort un truc, c'est pas parfait, on le travaille, et du coup finalement ta formation c'est quelque chose qui va toujours aller qui sera de mieux en mieux. Ça c'est la première chose. Moi ce que j'aime bien c'est effectivement ce côté tu vois genre instantané, c'est que tu as l'impression en fait que tu sais ce qui se passe en fait dans la formation, tu vois ce truc là genre en termes marketing, de dire voilà il y a telle personne qui s'est formée, il y a telle personne qui a eu des résultats, etc. Par contre moi si demain là c'est mon enjeu, c'est faire de la formation, évidemment je garderai le côté de ce que j'ai appris en ça, c'est-à-dire être transparent, etc. Par contre je sais qu'en faisant ça faut pas non plus rêver. Moi, je suis pas en mode genre, tu sais, à un moment donné, il faut être humble. Si ces mecs-là, ils font ça et puis ils inondent les boîtes des gens tous les jours, c'est que ça marche, tu vois. Si moi, j'utilise des techniques, en fait, un peu plus SaaS, il faut que j'accepte le fait que je ferai pas un raz-de-marée et je ferai pas autant. Mais au moins, je serai à l'aise avec ce que je suis capable de faire, ce que j'ai envie de faire. Et aussi, il faut pas que ça aille à l'encontre de l'image que j'ai au global, tu vois. Donc voilà. Mais à mon avis, tu vois, genre moi ça me dérangerait pas de laisser un avis moyen, tu vois, sur ma formation. Voilà. Mais j'imagine que si les gens ils prennent le temps pour payer des mecs pour les effacer, c'est qu'il y a un truc, tu vois. Ça c'est pas ils savent très bien que en fait s'ils faisaient comme les restaurants, ils auraient personne, tu vois. TripAdvisor des formations là. Tu fais des 1 étoile. Voilà, là. Nouveau business, nouvelle idée de business. Tiens, je vais monter ça. Mais comme ça, je ça, c'est un truc que justement, on a dérivé. Je reviens juste un petit peu en arrière. C'est, on disait comment on fait pour éviter un peu de se faire arnaquer, tout ça, etc. Parce qu'en fait, les infopreneurs, ils jouent à fond sur le FOMO. Il y a toujours une formation, une offre, pardon, une promotion, un truc. Il y a toujours en mode, mais vas-y, fais vite. C'est soit tu domptes l'IA, soit l'IA va te mettre au chômage. Et du coup, tout le temps en mode, vas-y, faut que je me dépêche, faut que je prenne une décision vite. Et donc, du coup, tu prends pas le temps de te dire, attends, mais la formation.
Au moins, t'es honnête. Ça marche trop. Ça marche. Mais attends. Laetitia, elle a des répertoires de formation entières de, Laetitia, si tu fais pas du jardinage, tu vas mourir et tout. Attention, l'apocalypse demain. Là, elle nous a dit qu'elle a acheté un truc survivaliste pour se préparer à l'apocalypse et tout le bordel. Donc, là, ça va très loin avec Laetitia. Hein. Mais tu vois, il y a ce truc de FOMO de ouf et tout. Et donc, du coup, tu prends pas le temps de te dire, ah, mais attends, je vais acheter une formation sur le Gross. Bah, juste, tu vois, c'est un truc tout bête, mais t'envoies un message à un Gross et tu lui dis, est-ce que, tu penses que ça peut être une bonne formation et tout, je suis amateur, j'aimerais former, est-ce que toi tu l'aurais prise, tu vois, genre un truc comme ça, tu vois, tu dois demander à quelqu'un qui est déjà expérimenté, genre un gars qui veut faire une formation sur Cold Gmail, il envoie à quelqu'un qui fait du Cold Gmail tous les jours et il dit hello, désolé de te déranger et tout, j'ai envie de me former sur Cold Gmail, j'ai envie de prendre cette formation, en tant qu'expert t'en penses quoi, je vais me faire arnaquer ou pas arnaquer? Ça prend 2 secondes, t'as des retours, tu vois, je pense qu'ils peuvent être là t'as raison, je pense que c'est vraiment il y a des gens qui le font, il y a des gens qui le font, moi ça m'est déjà arrivé qu'on me demande ce genre de truc, toi, des recos de formation, un truc comme ça quoi, et après le problème c'est que les mecs s'ils te répondent plus en mode tiens moi je trouve ce truc là quali, mais en fait oui, mais du coup toi t'as un niveau de ouf, moi je suis au niveau 0 tu vois, donc en fait je vais rien comprendre là au bordel quoi. Toi parfois ils peuvent avoir du mal à te faire un retour pour du débutant à ton niveau, ça c'est très bien pour démarrer. Reforge au lieu de t'envoyer déjà un petit cours. Moi on me demande souvent sur les écoles, notamment sur les écoles de vente, tu vois, genre les différentes écoles de vente, tu sais, les formations rapides là. On me demande souvent genre Laetitia, j'hésite entre ça ou bien j'hésite entre ou bien les justement tu vois tous ceux qui vendent tu vois la prospection facilement. On me demande souvent, tu vois. Moi en fait à chaque fois ma réponse est toujours la même. J'ai pas testé, je peux rien dire, etc. Mais je me mouille pas. Mais sur ce que tu dis, tu vois, genre sur le FOMO, oui ça marche sur des trucs en fait sur lesquels moi en fait franchement, demain, j'achèterais pas une formation sur le Cold Email, etc. parce que c'est vieux. Et effectivement, je pense que j'aurais peut-être un peu plus, tu vois, ce réflexe. Mais sur l'IA, on va encore parler de cette histoire de boomer. T'as peur d'être dépassé. En fait, c'est sur ces genres de trucs Web 3, IA. Tu sais, tu te dis, à l'époque, il y a longtemps, crypto. Là, tu mets un petit coup de FOMO à Laetitia sur le no-code, succombant. Ah, mais no-code, tu vois, genre... c'est le seul truc auquel elle a résisté. J'ai résisté, mais en fait, j'ai résisté grâce à qui? Je crois que j'ai résisté grâce à Shubham, où j'ai entendu qu'il dit attendez, faut pas rêver, hein, c'est pas parce qu'il y a le no-code que vous allez croire que vous allez créer un SaaS avec le no-code. Tu sais, parce qu'en fait, il y a ce côté où les gens qui vendent du no-code, ils vendent un truc genre, t'as pas besoin d'être développeur, c'est pas grave, tu connais pas une ligne de code, tu vas pouvoir réussir à faire Facebook. Et c'est ce qu'on te raconte. Donc voilà, après, je crois que j'avais entendu, je sais pas, il me disait, faut pas rêver, enfin, tu vois, il faut quand même avoir un niveau. Ce qui m'avait juste mis une petite alerte dans ma tête de dire, ok, tu vas pas dépenser ton argent dans le no-code. Mais par contre, tu vois, sur l'IA, c'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, dans mon domaine, le sales, tout le monde s'accorde à faire du contenu qui dit aujourd'hui le sales va être transformé à cause de l'IA. Aujourd'hui, je monte un SaaS. On a eu cette discussion hier, genre Marwan. J'étais en train de lui dire parce que là on est en train de monter un SaaS. Ouais, en fait, il faut absolument qu'on intègre l'IA tout de suite. Et j'étais en mode genre, autrement on va te dépasser. Et lui il me regarde, il me dit allez, ça arrête, etc. Donc forcément ce genre de truc, je me dis attends, si demain je dois intégrer l'IA dans mon SaaS, il faut que j'y connaisse. Et en fait, aujourd'hui, le problème, c'est que sur l'IA, il n'y a personne. Et vraiment, non, j'exagère du personne. Mais allez, je pense que les gens qui ont vraiment poncé le truc, qui sont vraiment bons, etc., il n'y en a pas tant que ça. Et je suis pas sûre que c'est ceux qui se passent du temps à faire une formation dessus, tu vois. Ils testent pour eux, ils testent des trucs, etc. Donc du coup, je me suis fait avoir... En plus, tu vois, sur le cas précis de l'IA, mais ça peut être transposé à d'autres trucs, c'est que ceux qui vont te faire une formation sur l'IA, ils vont t'apprendre quoi, à écrire un post LinkedIn, à faire des trucs. Enfin, tu vois, c'est pas... Oui, des trucs que tu fais toi-même, quoi. Ouais, et puis en fait, il y a personne qui t'explique, ok, maintenant tu as un produit là qui existe. Comment on intègre intelligemment l'IA là-dedans, tu vois. J'interromps cet échange 30 secondes pour t'apporter une précision importante. En moyenne, un épisode comme celui-ci, à Laetitia, Alexandre et moi, ça nous demande un peu plus de 4 heures de travail et environ 150 € de budget entre le montage et les outils. Donc si ce que tu es en train d'écouter, ça te parle et que ça te plaît, il y a une façon très simple de nous aider et en plus elle est gratuite pour toi. C'est de simplement nous mettre 5 étoiles sur ton application de podcast préférée. Et si tu es en ce moment même en train de nous regarder sur YouTube, simplement liker cette vidéo et t'abonner. Nous, ça nous fait ultra
plaisir et en plus, ça nous aide à faire découvrir notre podcast au plus grand nombre. Je te prends pas plus de temps et je te laisse avec l'épisode. Alors, je suis tombé sur un mec qui faisait de l'outreach avant là. Toi, il faisait de prospection classique, etc. Puis là, je vois un nouveau job title. Ouais, je t'aide à prospecter avec l'IA, je sais pas quoi, machin. Bah, j'ai dit, ok, t'as que du mec comme ça maintenant, tu vois. Il va falloir que je m'y mette, hein. Pareil, je dis, ok, copywriter IA, regardez, bim, je vais mettre le mot-clé qui va bien et tout le monde va vouloir acheter mon bordel, quoi. Prompt engineer, IA, spécialiste code Gmail, copywriting. Là, je pense que là, c'est le billion de la compagnie, hein. Ex Hello Work. Oh, putain. Là, je pense que c'est la dinguerie. Je suis mort. Non, mais tu vois, non, mais ces trucs-là, il faut juste, ouais, des fois, enfin, sur les sujets un peu comme ça et tout, il faut se demander, c'est quoi l'usage que je veux en avoir, tu vois. Moi, j'ai envie de me former à l'IA. Ok, j'ai envie de l'intégrer dans mon SaaS. Ah bah ok, il m'apprend à écrire, à être productif avec l'IA. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'être productif avec l'IA? Genre vraiment, déjà, j'arrive même pas à être productif sans IA. Tu crois que j'arriverai à m'organiser si en plus je dois aller dans ChatGPT lui taper la discute tous les jours? Là, ouais. Donc tu vois, les gens ils se posent pas les bonnes questions, ils sont FOMO de ouf et ils passent à l'action. Mais attends, enfin tu vois, quand on t'explique que tu traînes un peu quelque part, on t'explique que tu peux créer ton propre prompt. Oui. Et pour pouvoir dire à ton prompt ce qu'il doit faire. Enfin tu vois, genre. Et puis à un moment donné, on utilise. Mais il y a des vrais trucs. Hein. Et puis on utilise nous-mêmes l'IA. Moi, je dis clairement l'IA, ça. Franchement, je me dis même parfois comment je vivais sans. Tu vois, genre il y a un moment voilà. Après, tu fais, je sais pas, des trucs de fou furieux, par exemple, comme Laurent Sebarek, qui lui, voilà, tu vois, il arrive à shipper des formations, etc., facilement. Et par ailleurs, en fait, même toi, tu m'as dit, oui, on pourrait faire une formation avec l'IA. J'arrive pas à me dire de faire avec ça, mais. Moi, j'ai dit ça. Ah non. Dit genre Alexia, tu pourrais faire ta formation avec de la mettre dans le bullshit. Ah non. Essaye de la ou alors faire la structure de ta formation si tu veux pas y réfléchir. Tu peux te challenger un peu avec l'IA. Mais non, tu fais pas une formation full avec l'IA, je pense. Donc, si vous voulez acheter une formation IA chez Laetitia qui a été faite par ChatGPT, vous pouvez aller chez Laetitia. Ça va être combien, 800, 2000 balles. Non, mais en fait, le truc du faux, en fait, parce que là, du coup, Marwan, il est parti en arrière. Moi, je vais aller un peu en avant. C'est-à-dire que, tu vois, genre, moi, personnellement, sur la formation, moi, justement, sur ma formation, je sais que il y aura forcément du coaching. Parce que, par exemple, en fait, je vois pas comment tu peux apprendre à quelqu'un à vendre sans lui parler et sans que ce soit adapté à son truc. À sa vibe déjà, parce qu'en fait déjà chaque personne est différente. Je dis pas que les principes de vente sont différents en fonction des gens, mais il y a des gens qui seront plus à l'aise pour avoir tel type de communication, d'autres types de communication. Il y a des gens qui seront plus agressifs, d'autres moins agressifs. C'est comme ça, tu vois. Donc tu vas pas commencer à dire à quelqu'un, je sais pas moi, qui a ouais, tu vois, par exemple, il y a différents types je sais pas si vous avez lu Challenger Sales, mais il y a différents types de sales. Il y a des gens qui sont plus dans le relationnel, il y a des gens qui sont plus challenger, etc. Et en fait, c'est des natures. Évidemment, tu développes ses compétences, mais tu vas pas commencer à demander à quelqu'un qui aime construire des relations de vendre comme, tu vois, une personne qui va plus challenger les gens, etc., etc. Donc, tu vas essayer de trouver des moyens. Il fera pas des perfs de ouf, mais des moyens qu'il arrive à l'objectif avec son style. Et donc, ça, en fait, t'es obligé de parler aux gens. Tu peux pas faire genre, bon, voilà. Et donc, c'est pour ça que je procrastine beaucoup sur ma formation parce que, en fait, je me dis, bon, je peux faire un espèce de copier-coller de mon podcast, tu vois, de tout, parce qu'en fait, finalement, dans mon podcast, j'ai abordé pratiquement tous les sujets liés à la vente. Ça fait pratiquement maintenant plus d'1 an et demi, voilà. Donc, je pourrais faire un espèce de truc mieux structuré, mieux brandé, avec la page de vente qui va bien, avec le funnel qui va bien, etc., etc. Mais du coup, dans ces cas-là, j'arnaque les gens. Et c'est pour ça que je procrastine vachement. Et mais en même temps, je me dis, bon, ça, c'est clair, c'est no way parce que ça ressemble pas à ce que j'ai envie de faire. Et par contre, là où je dois prendre un truc, c'est de me dire, ok, tu peux faire de la formation, tu commences par un truc et tu augmenteras le niveau, le level petit à petit, tu trouveras le bon format pour avoir des résultats. Moi, par contre, ça, c'est vraiment très important pour moi, c'est qu'à la fin d'une formation, je veux savoir si les gens... Alors moi, je vendrai pas du chiffre d'affaires, etc., etc., mais je veux savoir si les gens, ils ont au moins fait des ventes ou s'ils ont vraiment progressé, parce qu'autrement, ça... Ouais, s'ils sont plus à l'aise et tout. Tu prends pas l'argent des gens comme ça. Tu leur prends pas, ils te le donnent. Hein. Ah bah parce que tu es une sainte, Laetitia, c'est pour ça. Mais là, c'est pas une question dans le mindset entrepreneur. Non, mais c'est surtout elle, ils s'en bat les couilles de la fin. Hein. C'est en mode 1% qui ont suivi. Bah, ok, super. C'est ça, mais c'est ça aussi, tu vois, qu'il faut prendre aussi aux infopreneurs. Toi, t'es en mode, je leur prends leur argent. Mais non, c'est eux qui te le donnent. Toi, tu leur dis, je vais t'apprendre à faire ça et let's go. Et en plus, tu disais, si je fais ce qu'il y a dans mon podcast, c'est de l'arnaque. Mais en vrai, pas forcément, parce que bon, dans ton podcast, t'abordes à travers l'expérience d'une personne qui est dans une boîte, donc tu peux prendre plus de recul, creuser un peu plus profondément, faire d'autres choses et autres. Et tu sais, les gens qui viennent acheter des formations, en vérité, ils viennent juste acheter du coaching. Je pense qu'ils s'en rendent même pas compte. Tu sais,
ils se disent, vas-y, je vais prendre la formation copywriting. Et en fait, ils ont juste besoin de quelqu'un qui est là et qui leur dit, il faut faire ça, fais ça comme ça, vas-y, fais ça, machin comme ça, et qui répondent à leurs questions et qui soient pas seuls. Et du coup, il y a des Oui, moments où je me dis, ça, en fait, au lieu de c'est se de la dire, valeur. j'achète une formation, Ça, c'est de la mais valeur, c'est de la valeur. au lieu d'acheter une formation, tu vois, que je vais pas faire, ou alors il va me donner le tronc commun et ensuite je vais pouvoir lui poser des questions qui vont m'aider, je paye un freelance qui va venir m'expliquer pendant 2 jours comment faire de l'IA dans mon business ou j'en sais rien, tu vois. Plutôt que de me payer une formation à 2000 balles, je préfère lâcher 700 € dans un freelance. Et tu vois, en fait, c'est un truc qui vient de me venir à l'esprit, mais tu vois, la frontière entre formation et coaching, elle est presque très fine, tu vois. Moi, en tout Et cas, donc, c'est ce que je recherche quand je fais une formation. Alors, honnêtement, quand je coach. cherche une formation, j'ai besoin de quelqu'un qui me dise, Ouais. etc. Et en vrai, tu vois, par exemple, il y a différents types de formations. Par exemple, la formation de Nina que j'ai faite, c'était la formation qui m'a permis de me lancer. Sans sa formation, je me serais pas lancée. La vérité, voilà. Donc, c'est le truc qui est déclenchant. T'as plein de gens. Donc, en fait, plus que Nina, c'est aussi tous les gens. Tu vois, c'est les gens, c'est là où j'ai rencontré Fatima, qui a fait mon site internet. Enfin, voilà. En fait, tu connectes aussi beaucoup avec les gens. Ça, on oublie ça. Mais en fait, il y a beaucoup de, je dirais pas, de connexions que j'ai faites et du coup ça a permis des trucs. Donc déjà t'as des trucs, ça te permet de te lancer, de mettre pied dans la porte. Mais après je pense qu'aujourd'hui moi pareil, du coup sur la partie contenu, c'est parce que j'ai eu beaucoup de discussions avec toi, t'as regardé mes trucs, parfois tu m'as mis des gifles en disant ton post il est nul, etc., enfin voilà, du coup ça permet de pouvoir comprendre, etc., de se poser avec moi. Et c'est pareil, tu vois, genre voilà, quand je fais par exemple un truc, quand tu fais un truc sur Make, que tu dis voilà, moi j'ai envie de faire ça, 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 quel workflow je peux mettre en place, et que t'as Shubham ou en tout cas ses assistants qui te disent, et en fait en plus ils te disent pas comment faire, ils te disent vas-y viens, et t'as tout le monde qui va faire ensemble, tu vois là t'as fait ça, 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 donc t'apprends vraiment de ton erreur, ensuite tu peux dupliquer 20 fois, 3 fois, etc. Ça a vraiment de la valeur. Ouais, Ça a vraiment de la valeur, ça a de la valeur en fait, ça a de la valeur de ouf, tu vois. Et justement, comment vous expliquez, parce que comme il y a une hype un peu autour des trucs infopreneurs, justement, tu te dis vas-y, il y a de la thune, machin, blabla, et puis quand t'es freelance, à un moment donné, t'arrives sur un peu le plafond de verre de ok, ça me saoule de vendre mon temps, et puis on le voit sur LinkedIn, c'est maintenant si tu vends ton temps, t'es un clochard, quoi. Donc tu veux arriver dans le metagame, toi, qui est un peu en mode voilà, je décorèle complètement mon temps, je fais de l'argent quand je dors, machin, blabla, tout seul, et comme ça je fais rien toute la journée, quoi. Et du coup t'as pas mal de mecs qui veulent se chauffer à lancer leur formation, quoi. Et t'as assez peu de personnes déjà qui partagent leurs résultats publiquement, pas parce que en réalité c'est la sauce derrière. Donc nous pareil, comme on a l'occasion d'avoir pas mal de gens autour de nous, on a chacun nos petits réseaux, machin, etc. Et donc tu connais le biz de ces mecs-là qui lancent des formations, quoi. Enfin des formations dans un contexte B2B. Et en vrai, la plupart du temps, c'est quand même la giga sauce. C'est pas du tout revenu passif peinard. Ça galère quand même à vendre, à faire suffisamment de cash pour pouvoir complètement ne plus faire de consulting à côté ou autre. Qu'est-ce qui fait qu'en B2B, ça a l'air beaucoup plus compliqué de faire du cash avec de la formation, quoi. Comment vous voyez le truc, vous, là-dessus, quoi? Déjà parce que les gens, ils rêvent. C'est un business à part entière. En fait, les gens, ils pensent qu'ils vont lancer leur formation. Et en fait, ils vont dire, 3-4 posts LinkedIn, nous raconter leur vie pendant toute la journée et penser qu'ils vont vendre. Et c'est un métier. C'est tous les jours. En fait, c'est pour ça, c'est les gens qui font grave d'argent dessus. On dit, ouais, ils brassent. Mais c'est leur focus. Et d'ailleurs, en fait, moi, je veux faire ma formation. Mais en vrai, j'en sais rien, en fait, déjà, si ça va marcher. Parce qu'en même temps, je me dis, ouais, c'est quand même un défocus de ouf, tu vois, genre faire un SaaS, formation, etc. C'est 2 produits à part entière. De la même manière où quand tu te fais un SaaS, tu te concentres sur le développement, le product market fit, le développement, la croissance, etc., t'as pareil sur la partie formation. Non, mais de ouf. De la faire grossir, d'aller prendre les feedbacks, de la faire évoluer. Tu vois, parfois tu vois leur prix, au départ il est, je sais pas moi, 250 €, il monte à 600. Il y a eu un travail, tu vois, c'est pas ils sont arrivés 250, vas-y, j'appuie sur un bouton, je mets 600, etc. C'est-à-dire que tu vois, il y a du travail derrière, d'analyse, je pense, effectivement de leur funnel. Moi j'ai l'impression que tu vois, genre, comment on fait un tunnel de vente? Ah, purée, cette pub-là. J'en peux plus de cette pub. Cette pub, elle est incroyable. Mais comment on fait un tunnel de vente? Tu vois, moi, j'en sais rien, moi, comment faire un tunnel de vente, tu vois, genre, j'ai l'impression que c'est facile en regardant comme ça. Je me dis, OK, du coup, la personne, elle a fait, des vidéos YouTube. Ensuite, elle a emmené les gens à tel endroit. Ensuite, tel endroit et tel endroit. Et ensuite, les gens, ils ont payé. Moi, Puis même, en fait, tu peux regarder ça, tous c'est ma les naïveté, templates. mais je pense pas que ça se passe aussi simplement. Mais en fait, j'ai déjà regardé plein de tunnels de vente et tout parce que j'ai voulu creuser le sujet. Souvent, tu regardes, ils sont simples, mais en fait, les mettre en place, en vrai, ça prend du temps aussi, c'est de l'énergie. Là, je suis en train de mettre en place mon tunnel de vente. Je me suis dit, putain, pour écrire 2 mails, ça m'a pris autant de temps. Parce qu'en plus, je veux pas envoyer de la merde, j'essaie de faire des trucs quali. Enfin, en vrai, mine de rien, c'est du taf.
Et ceux qui disent, ouais, je fais ma formation, PPR, la vie est belle, je travaille pas trop. Non, ça, je crois pas. Tu les vois sur leur Discord, là, ils répondent à toutes les questions toutes les 5 minutes. Ils font des coachings dans des boîtes B2B parce qu'il faut faire rentrer de l'argent. Ils sont à droite, ils sont à gauche. Et puis, s'il est en mode, ouais, la vie, elle est belle, je fais ma formation, je fais du cash. À côté, il serait en train de faire autre chose. Tu vois, à côté, il serait en train de monter un SaaS, il est en train de monter une autre formation, une autre offre. En fait, il est que sur sa seule formation. C'est que ça lui demande tout son temps, c'est pas possible. Ça demande du temps. Et en fait, je pense que c'est comme nous, tu vois, genre, en gros, tes taux de conversion quand tu es sur du SaaS, un truc que tu vas changer, un truc que tu vas faire évoluer sur ton produit, ou bien dans ton équipe sales, ou bien sur le market, ou bien sur le CSM, va pouvoir avoir une incidence sur ton revenu. C'est exactement la même chose sur la formation. Je pense que ton tunnel de vente, tu vois, tu as des petits détails. Plus tu montes dans le game, plus tu vas faire évoluer. Par exemple, j'entends souvent des entrepreneurs connus dire ouais, là j'ai changé ça dans mon tunnel de vente alors qu'ils font des millions, ça va faire avoir ça comme conséquence, ça va me faire plus 20%. Donc en fait, c'est une expertise. Donc pour moi, je pense que quand ça prend trop de temps, et donc moi la manière dont je le vois pour répondre à ta question, genre Alex, c'est que moi je vois le truc en fait où je me dis pas que ça va être quelque chose qui va remplacer mon freelancing. Ça va être une brique où je vais me faire du chiffre d'affaires avec, mais en fait, j'ai pas la prétention de me dire que ah ouais, ça y est, je vais lancer ma formation, je vais arrêter. Et en plus, par ailleurs, je pense pas qu'en tout cas dans mon cas, c'est un bon deal parce que là, par exemple, je suis inspirée pour la formation parce que je suis vraiment dans les boîtes. C'est parce que je suis dans les boîtes, je suis dans les préoccupations des boîtes, que je rencontre des sales tout le temps, que je vois tout le temps des gens essayer de vendre, essayer de renouveler, je vois tous les problèmes, que ça me permet d'être meilleure en fait, en tout cas dans ce que je pense en fait qui peuvent les angles morts que je peux résoudre avec la formation. Donc dans mon cas en fait ça n'a pas d'intérêt, tu vois, de dire j'arrête. Autrement tu te transformes en coach, tu vois, en coach, en sales coach, et moi je vois tellement de sales coach on connaît ça, tu vois, qui nous donnent des conseils. Je dis mais en fait t'as pas fait de sales depuis combien de temps t'as pas envoyé un email? Parce que là en fait si je fais ça en fait il y a zéro chance que j'ai un rendez-vous, tu vois, parce que t'es que sur de la formation depuis 10 ans et t'es jamais parti à envoyer des mails pour de vrai, parce que envoie des mails en 2023, je peux te dire que le nombre de formations qui sont obsolètes, il y en a pas mal, quoi. C'est pour ça que je pense que c'est le meilleur modèle, enfin ce dont tu parlais, c'est avec les gens comme ça qui sont alors du coup c'est pas ceux qui font le plus de thunes avec la formation, mais ceux qui gardent un pied dans le terrain, tu vois, en mode ok, en fait je continue à travailler avec des clients, des machins, etc. Et à côté je fais de la formation. En fait tu t'évolues avec le marché, parce que comme tu dis, toi les types qui ont full focus formation, en quelques années ton truc est déjà obsolète et tu dis ok, oui ton machin, oui t'es gentil, c'est les formations les plus bien dans la réalité. Ouais, toi, c'est formations les plus quali, mais du coup, c'est vrai que c'est pas forcément celles qui sont les plus connues, parce que c'est pas l'activité principale, quoi. Et tu vois, les mecs qui font comme disait Laetitia, qui font ça toute la journée, à un moment donné, tu perds pied sur ton truc, t'as plus la notion des réalités, tu racontes des conneries, tu vois, et t'es en mode, oui, avant, je faisais du cash avec ça, machin, là, et tu dis, ok, frérot, viens passer une journée avec moi, là, on va utiliser tes techniques de random, là, et puis tu vas saigner du nez, quoi, là, vous êtes foutu de moi dans le dernier épisode, mais c'est vrai. Aujourd'hui, je ferais une formation pour expliquer comment monter une boîte. Elle est obsolète. Oui, il y a moyen que tu... Parce qu'il y a moyen, c'est sûr. C'est sûr. Il y aura peut-être des fondamentaux qui seront ok, mais dans les nuances, et comme le succès se fait dans les nuances, quoi, toutes les nuances, tu risques de les zapper parce que c'est en mode, ok, ça c'est de la théorie, quoi. Mais ne serait-ce que si on parle de MVP, tu vois, on en avait parlé un petit peu sur la partie SaaS, quoi. Le MVP, tu vois, de l'époque vs le MVP de maintenant, avec toutes les tout le fait que le marché est plus concurrentiel, etc. Est-ce que tu peux vraiment faire un truc complètement dégueulasse et tout en mode vas-y, on s'en bat les couilles parce que MVP, quoi. Tu vois, alors que t'as plein de trucs no code qui peuvent te permettre de faire des trucs un peu quali. Et tu vois, est-ce que du coup le MVP de maintenant, c'est en fait c'est plus vraiment un minimum, quoi. C'est le minimum, il est quand même beaucoup plus élevé qu'à l'époque, quoi. Donc si tu prends les trucs au pied de la lettre, tu vas dire ouais non on s'en fout et tout, faut shipper, vas-y on fait un truc dégueu là, on balance et puis ça va cartonner, quoi. Et donc c'est vrai que toutes ces nuances là tu les as pas dans ces anciens trucs parce qu'ils passent à côté de des petites différences qui vont faire finalement une grosse différence sur le contexte de l'opérationnel. Mais juste pour revenir à ce que disait Laetitia aussi, pour le donner du contexte, parce qu'en vrai on est un peu dans la même situation. Pourquoi on veut faire de la formation? C'est parce qu'on veut pas remplacer le freelance, mais on veut pouvoir dégager plus de temps pour pouvoir après focus sur autre chose qui est le SaaS, les trucs, les machins, etc. Tu vois, donc on n'est pas en mode on remplace tout par de la formation. Ouais, mais est-ce que les efforts qu'on devait faire sont pas trop conséquents justement par rapport à ce qu'on disait avant pour vraiment pouvoir en retirer suffisamment de cash? Est-ce que ça n'a pas demandé un effort de ouf? C'est l'avenir qui le dira, on ne peut pas dire... Ouais. En fait, d'XP, je peux te dire, en vrai, non. Ok, au début, ça peut prendre du temps, mais une fois que c'est setup, c'est du maintien, tu vois. C'est de faire un peu de contenu, faire des trucs, etc. Donc certes, ça prend du temps, mais ça me prendra toujours moins de temps que de faire 2 jours de mission avec un client freelance, tu vois.
En un jour, j'ai déjà préparé je sais pas combien de posts. Moi, ça me permet d'alimenter la machine, les leads, les machins. Donc, c'est un pari où tu te dis, bon, moi, je capitalise sur une autre façon de monétiser, enfin, de générer du cash, une autre offre, tu vois, si on veut être plus générique. Et je capitalise sur le fait que cette offre-là, elle va me permettre de gagner autant, voire un peu plus, et par contre, de me prendre un peu moins de temps. Et ensuite, tu bascules, tu réduis un peu le freelance, tu commences à construire ton SaaS, et puis quand ton SaaS, il marche, t'arrêtes un peu la formation et le freelance. Enfin, tu vois, en fait, moi, je vois vraiment ça comme step by step. Je fais du freelance, ça me prend tout mon temps. Maintenant que je suis un peu stable et tout, que c'est OK, j'ajoute la brique formation pour dégager du temps. Et puis, une fois que j'ai un peu dégagé du temps, j'ajoute la brique SaaS, parce que mon end goal, c'est vers du SaaS, tu vois. Non, mais à quel moment vous pensez que c'est pertinent de rajouter justement de la formation? Parce que t'as souvent des gens qui sont au début de leur truc, qui tout de suite veulent se chauffer en mode vas-y, tac, je fais de la formation, mais qui n'ont pas forcément d'audience, pas forcément de demande en amont, enfin qui n'ont pas suffisamment de demande pour pouvoir déjà être full par rapport à leur prestat. Toi, est-ce qu'il y a un truc où on se dit ok, quand j'arrive à tel stade, là je passe formation, quoi. Ça, c'est clair. Moi, aujourd'hui, je commence à me poser cette question-là. C'est parce que je commence à avoir une audience et on me l'a demandé. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça fait plus d'un an et demi que j'ai un podcast sur de la vente qui est vendu. Déjà, je bénéficie quand même de mon expérience et que le fait que j'ai une expérience sur la vente. Donc, déjà, j'ai la légitimité de le faire. Et deuxièmement, parce que j'ai fait beaucoup de contenu quand même gratuit, énormément, que moi, j'estime en tout cas quali. Et en fait, à chaque fois qu'on m'a posé la question, est-ce que tu as une formation, etc., j'ai toujours répondu non. Je pense qu'avant, c'était trop tôt. Oui, mais c'est vrai. Mais tu disais non, j'ai un podcast, va écouter le podcast. J'ai un podcast. Mais du coup, en même temps, je trouvais que c'était trop tôt avant. Là, ça commence à être intéressant de le faire parce que je commence à avoir en fait des gens qui sont fidèles au podcast. Je commence à comprendre un peu plus sur quoi en fait les gens, parce que j'ai quand même de l'historique, donc tu vois, j'arrive à voir quels sont les podcasts qui fonctionnent le plus, les questions là où il y a où il y a plus de problèmes. En plus, je suis dans les boîtes et tu vois, j'ai accompagné une vingtaine de boîtes sur un an, donc j'arrive à voir aussi c'est quoi les problématiques aussi également aujourd'hui des sales ou des gens en tout cas qui vendent des produits aujourd'hui. Donc tu vois, tout ça me dit qu'aujourd'hui c'est le bon moment. Je pense qu'au départ, tu vois, j'aurais voulu commencer en me disant vas-y, il y en a qui le font, hein. Au bout de 3 mois, je lance ma formation. Je pense que déjà d'une, j'aurais pas été à l'aise pour faire un truc quali. Et deuxièmement, je pense que je me serais mis une balle dans le pied. Je dis pas que là, ça va forcément marcher, mais je sais qu'en tout cas, aujourd'hui, j'ai la demande, tu vois. On me demande sur LinkedIn, est-ce que tu as une formation, etc., etc. Donc voilà. Mais, ouais. Non, j'allais dire, même, tu vois, pour compléter, je pense que le bon moment, c'est comme Laetitia l'a dit, quand tu as une audience. Mais c'est surtout quand tu as déjà un peu stabilisé ton revenu. Parce qu'il faut que tu dises que quand tu vas te mettre sur la formation, tu peux pas faire une formation si tu travailles 5 jours par semaine. Ou alors tu vas devoir travailler les week-ends, mais bon, t'es pas efficace, faut un peu vivre dans la vie, c'est compliqué, et puis sinon, si tu vas étaler ça sur plusieurs semaines, en fait, tu vas galérer. Donc tu vas stabiliser un peu ce que tu fais, commence à te rendre compte qu'en fait, il y a des trucs qui te font chier dans l'émission que tu fais, il y a des trucs qui sont redondants, que tu pourrais solve avec justement un produit un peu plus infoproduit, etc., couplet du coaching, des trucs comme ça. Commence à te dire, ok, comment je peux faire ça, et ensuite tu bascules tout doucement. Il faut que tu sois prêt, que tu aies les reins un peu solides pour couper le robinet freelance, tu vois, qui fait rentrer un peu d'argent pour pouvoir capitaliser et parier sur un autre levier. Et donc, quand tu fais le pari, il faut pas aussi faire des paris en mode, tu vois, pas en mode gambling et ça parie dans tous les sens. C'est j'ai une audience, je pense que je peux y arriver, on m'a déjà demandé 2-3 trucs, etc., etc., tu vois. Et tous les gens qui sont pas comme ça, ils ont fait ça, hein. Ils ont fait beaucoup de contenu gratuit, et ensuite après ils ont fait ils ont fait des années et des années de contenu gratuit hyper quali, et ensuite ils ont fait leur formation, tu vois. Genre du coup je trouve que c'est bon truc, tu vois, à faire. Moi Après moi je suis faire formation au départ, du coup mauvais bail, quoi. T'arrives, tu débarques, t'as pas trop enfin, c'est pas que t'as pas d'XP, mais que t'as pas encore trop d'audience, tu démarres. Ça sert à rien, tu vas la vendre à qui, tu vois? Tu vas faire quoi? De la pub sur Facebook, sur YouTube? Tu crois que tu vas faire 12 posts, tu vas poster une fois par jour pendant un mois, ça va t'apporter des clients? C'est pas vrai. Sauf si, en tout cas, moi, on m'a vendu dans les formations infopreneurs, ça, là, je suis choqué, là. C'est quoi ce bordel, là? Comment ça, là, je vais pas pouvoir faire de pub, faire 12 posts LinkedIn et devenir riche, là? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est sur notre domaine. En fait, en tout cas, sur mon domaine, sur le domaine de, je sais pas comment être sur d'autres domaines, je vais pas commencer à dire comment sur ça marche. l'influenceur TikTok, peut-être que ça marche, mais... Peut-être que ça marche, tu vois, genre, j'en sais rien. Après, j'ai quand même l'impression qu'il faut que tu montres que t'aies fait quelque chose pour pouvoir quand même vendre un truc. Donc peut-être que les mecs qui ont je sais pas combien de followers, ils peuvent faire des formations c'est pour ça, super pas chères, etc. Mais
C'est pour ça que les infopreneurs, si tu regardes bien, ils commencent tranquilles, ils galèrent un peu et après ils explosent. C'est parce qu'en fait, ils commencent doucement, ils ont pas trop de métriques souvent. Surtout ceux que j'ai en tête, ils ont fait leur petit truc dans leur coin, ils se sont lancés dans une formation, ils sont passés de coaching à formation, tu vois. Et ils ont pas des métriques de malade à mettre sur leur LP, donc ça marche pas trop. Mais ils accompagnent, ils charbonnent, ils font leur truc. Puis au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'ils commencent à faire 5 000 par mois, 6 000. Et là, ça commence à être un peu stylé, tu vois. Et donc après, ça pimpe un peu, ça arrondit les chiffres, ça met ça sur la LP. Et puis c'est du fake it until you make it, tu vois. Et après, ils font les 10 000 par mois, ils font les 60 000 par mois. Parce que pour de vrai, il y en a qui font ça, tu vois. Genre vraiment, il y en a qui le font. Et ensuite, là, ils mettent ça sur la LP. Et puis quand ils mettent ça sur la LP et qu'ils restructurent le truc, là, ça marche encore plus parce qu'ils ont atteint ce chiffre. Enfin, tu vois, et en fait, il faut toujours se dire, est-ce que j'ai atteint un truc suffisamment stylé pour vendre une formation sur le sujet? Et des fois, juste, bah non. Donc, ça sert à rien Enfin, ça marchera pas ta formation, tu vois. Vraiment, moi, j'ai l'impression que les infopreneurs, ils font comme ça, tu vois. C'est exponentiel, comme du SaaS quand ils trouvent le product market fit. Et sauf que eux, ils ont pas trouvé le product market fit, ils ont trouvé le point de bascule entre fake it until you make it, tu vois. Ils ont fake it, boum, ils ont make it, et là, ils peuvent mettre ça sur la LP et ça part en vrille, tu vois. Ouais, c'est plutôt le scam market sheet, je pense, le meilleur truc, quoi. Mais justement, si on parle un peu de SaaS, toi, parce qu'on parlait vous parliez de SaaS avant. T'as le cas de Lemlist, toi, que tu connais bien, du coup, Marwan. Et Lemlist, je trouve, c'est l'un des rares SaaS, parce que j'en connais pas 140 qui ont fait ce move-là, mais qui ont associé le produit à une formation, quoi. Ouais, tu vois, et en plus à une formation payante, parce qu'au début, le truc était payant, quoi. Tu vois, et qui en plus, The Family derrière, qui a fait ça. Qui a fait, ouais, mais du coup, qui n'était pas un SaaS. C'est-à-dire que The Family était plus un truc de infoprenariat global, quoi. Et du coup, comment, c'est quoi les coulisses de ce truc-là? Puis surtout, en plus, c'est repassé après en gratuit. Donc, toi, là, il y a eu des moves un peu chelous, quoi. Mais non, mais en fait, ça faisait sens parce qu'en gros, tu vois un outil de cold email. Tu te rends compte qu'en regardant tes performances, enfin tes metrics, déjà, juste à North Star Value, c'est de se dire, donc, tu vois, la métrique que tu veux que tu suis, qui est hyper liée à la proposition de valeur de ton business. Donc, en l'occurrence, Lemlist, c'est aider nos utilisateurs à faire du business. Comment on les aide à faire du business? Faut qu'ils aient des réponses à leurs emails, tu vois. Et donc, tu regardes ça et tu te dis, putain, ils galèrent un peu, ils arrivent pas trop, ils ont pas forcément des bonnes perfs et tout, comment on peut les aider? Bon, bah, Lemlist, avant de faire la formation payante, on a sorti 1 milliard de contenus gratuits, tu vois, t'avais déjà des templates à droite à gauche, des trucs, les conférences, on intervenait gratuitement chez Iconoclast, Rocket School, enfin, tu vois, genre vraiment, le contenu gratuit, ça partait dans tous les sens. Et puis, je sais pas, à un moment, je sais pas trop, j'étais pas dans les petits papiers de la réflexion, mais ils se sont dit, on va sortir une formation, tu vois, sur le cold email et on va accompagner les gens sur le sujet. Et je crois que la question, c'était de se dire, le raisonnement, c'était de se dire, on fait plein de contenus gratuits, ça va pas aider les gens. Parce qu'en fait, quand ils payent pas, ils veulent pas se mettre à fond dedans. Donc, du coup, on va faire la formation et on va la faire payante. Et donc, on a sorti la formation sur le cold email qui était payante. Ça a grave bien marché. Franchement, là, je crois qu'on avait fait 100K en un jour, tu vois, sur la formation. Quand Guillaume, à la fin, il a dit, ouais, là, c'est une formation, c'est payant, machin, truc, petite offre et tout. Je voyais dans le Slack, ça fait tout. Ouais, et puis il avait pas mal fait, justement, de trucs d'infopreneur, tu vois. Je me souviens de ça. Il avait fait les notifs sur son phone, regardé tous les trucs Stripe, là, qui tombent sur à la fin, et limite, tu vois, je sais pas si c'est scam ou pas. Non, mais je te jure. Non, mais mec, c'est un délire. Non, mais c'est un délire. C'était un délire pour de vrai. Moi, en fait, il y avait la salle où il y avait Guillaume qui était là en train de record et tout. Nous, on était tous derrière. On était en mode, on avait parié sur les chiffres qu'on allait faire. Et alors, vraiment, tu vois, je voyais le Slack, ça fait tout. Et donc, après, lui, il prenait le téléphone, il le montrait. C'était vrai. Mais sauf que après, Guillaume, il avait survendu aussi le truc. Je me souviens, c'était, il avait diffusé son machin partout en mode, attention, incroyable, on n'a jamais montré ça, ça va être le feu. On avait bombardé, on avait 4000 personnes qui s'étaient inscrites sur le Zoom, tu vois. Et ensuite, on avait 2000 présentes. Et c'était des ultra fans. Parce qu'en fait, les gens oublient, mais Lemlist, on avait fait beaucoup de contenu avant, on avait une grosse brand, les gens étaient fans de Lemlist, tu vois. Donc, quand Guillaume, il a dit, ouais, vous payez ma formation, et en plus, les 100 premiers, ils ont une heure gratuite avec moi. Ils ont 1 heure offert avec moi de coaching. Il y a des gens, ils voulaient juste parler avec Guillaume, ils le kiffaient de ouf, ils ont payé, tu vois. Donc après, quand t'as les 100 premiers et que tout le monde commence à acheter et que t'as le FOMO, bah, en fait, ça monte en de vrai, tu vois. Donc, on avait vraiment fait du cash. Après, sur la deuxième formation LinkedIn qui a été vendue, là, c'est une formation LinkedIn qui a été vendue, ça, j'ai pas vu ce truc-là. Ouais, on s'était emballé et tout. Là, ils ont mis de l'ADS, 10 000 inscrits. C'est parti encore plus. Il y a moins de personnes qui sont venues en vrai au visio, à la conférence, au webinar. Et elle a fait beaucoup moins on a moins vendu, mais on a quand même fait, je crois, 50, 70, ouais, mais attends, je sais plus. En fait, en vrai, là où ce que tu dis qui est intéressant, et ça corrobore ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que il faut que tu aies une brand, il faut que tu aies une audience pour que ça marche, tu vois. Genre, tu peux pas arriver comme ça à dire, vas-y, enfin voilà. Et
Et ouais, c'est ultra crédible aussi. On vendait un outil pour faire du cold email, on faisait du cold email, on savait ce qui marchait pas, on avait des datas. Ce qui est intéressant, c'est que les gens, en fait, ils ont quand même acheté la formation pour Guillaume. Peut-être pas plus tous. Que pour l'Emlist, tu vois. Peut-être pas tous, mais non, mais il y a des gens donc je voyais des head of growth qui achetaient la formation. Et genre, c'était mes clients et je leur envoyais un message en mode, pourquoi t'as acheté la formation et tout? J'étais en mode, vas-y, pour vous soutenir, je vous kiffe. J'étais en mode, what the fuck, il y a des gens, ils achètent des formations trop chères. Genre, pour rien, genre vraiment, juste le mytho parce qu'il y avait le fléau sur leur gueule. Donc là, ils comme Laetitia, ok, vas-y, j'achète, et après, non, c'était pour vous soutenir, vous inquiétez pas. Non, je n'ai pas du tout été influencé par ce faux. Mais non, mais quand même, tu vois, tu te dis, ok, mais il y a des gens qui achètent et tout, des clients Lemlist qui achètent, ils en ont France. Enfin, moi, vraiment, il y a des gens, je voyais, et je me disais, ils ont pas besoin parce qu'en fait, c'était des clients, je voyais leur perf, c'était dans les normes, enfin, tu vois, ça va. Mais parce que c'était vraiment genre grosse brand. Donc ouais, c'était un bon moyen de nuancer. Et après, c'est passé gratuit. Bon, bah, c'est dans la strat, tu vois. De se dire, maintenant, on build une commu, on veut faire en sorte que les gens joignent la commu. C'était sur Circle, donc c'est pas comme si tu faisais ça sur Slack ou quoi que ce soit. Ok, bah, il faut un incentive. Ok, bah, si tu joins la commu, t'as la formation gratuitement, tu vois. Et puis peut-être qu'après, il s'est rendu compte, pareil, c'est pas une boîte qui fait de l'information, Lemlist. Donc, faut la maintenir, faut la tenir à jour. Ça demande du taf. Ils se sont dit, allez, vas-y, c'est bon, peut-être que c'est chiant. Moi, je sais pas, quand ils ont passé ça gratuit, j'étais plus là-bas. Mais j'imagine que c'est pas le focus. Tu vois, le focus de Lemlist, c'est de sortir plein d'outils maintenant, de faire grossir le MRR. Donc, si en plus tu dois te concentrer sur la formation et tout, c'est bourbier. Ouais, pour moi, c'est deux métiers différents. Ouais. Et après, une fois que tu l'as bien poncé et tout, t'en fais un asset gratuit. Et moi, ça me choque pas trop, hein. Les gens qui l'ont acheté, ils ont été contents, ils ont eu des bons résultats. Je sais pas si tout le monde a eu des bons résultats, mais en tout cas, il y avait plein de gens qui étaient contents. Voilà, tu vois. Il y avait des coachings toutes les semaines, je crois. Il y avait des sessions où tu te connectais, ça corrigeait tes cold email et tout. C'était Kevin qui le faisait. Donc, on l'a toujours pas convaincu. Je crois qu'on l'a pas convaincu notre cher Alex là. Il est toujours dubitatif, etc., etc. Mais toi, on n'est pas là pour convaincre. Hein. Moi, je suis là pour batailler avec les infopreneurs. Hein. Là, vous mettez les infopreneurs à moi, là, je vais mettre des hype dans la tête. Là. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est que tu consommes beaucoup quand même de formations. Ouais, je suis consommateur. Notamment des formations US, tu vois. Ouais, bon, j'ai une bibliothèque. Après, moi, j'ai des bails obscurs aussi avec les formations. Hein, ça, on pourra pas dire. Moi, j'achète des formations en crypto, tu vois, donc des trucs sur. Un peu obscur sur les internets. Mais oui, moi, j'ai des bibliothèques de formation et des trucs que j'ai achetés, jamais suivis. Donc là, les 99%, je fais large partie des gus 99%, quoi. Et puis, je me suis fait FOMO la gueule, je sais pas combien de fois. Hein. Tu vois, j'achète, à l'époque, t'avais la mode des chatbots, là, tu sais, le avant l'IA, machin, tout bordel. T'as eu toute une période de chatbot, c'est le feu, regardez, chatbot, quoi. Et je me suis dit, attends, on sait jamais, frérot, chatbot, ça peut être utile, quoi. Tu vois, sur l'instant T, chatbot, je vois pas les couilles. Mais, je sais pas, tu vois, à un moment donné, là, j'ai moyen de l'avoir à pas cher et tout, parce que je sais pas, c'est le lancement, je sais pas quoi, tu vois. J'ai acheté le bordel, tu vois. Fait des années, je sais plus, je crois, je connais même plus le mot de passe, le login, tu vois, ça doit être dans un quoi. J'ai jamais suivi le bail. Et j'en avais une autre aussi sur Integromat, à l'époque, tu vois, pareil. Je me suis dit, vas-y, on sait jamais. Integromat et tout, qui est devenu mec maintenant, tu vois. Et pareil, le truc dans un coin, tu vois, jamais guetté, donc, j'en ai à l'appel des trucs où j'ai pas suivi, hein. Après, j'en ai aussi à l'appel que j'ai suivi, quoi. Mais ça, c'est un vrai truc. En gros, souvent, on veut acheter les formations et tout, parce qu'on veut apprendre plein de nouveaux trucs. Et en fait, genre, t'as pas appris ces choses-là et t'es pas mort. Tu vois, c'est comme je disais à Laetitia à un moment, elle me disait, ouais, formation no code, tu penses pas que ça peut être stylé et tout? Je lui dis, mais arrête de vouloir tout faire et genre, viens, on se concentre sur ce sur quoi on est bon, tu vois. Et non, puis ça je crois que c'est une forme de procrastination aussi. Oui, mais parce que j'avais lu ça sur le net, quoi. Tu vois, quand moi, je voulais être Peter Levels. Vas-y, c'est quoi? Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé, Alex. Tu sais qu'en gros, moi à l'époque, par exemple, j'étais un peu un fou furieux sur le truc de veille, machin, etc. Parce que tu sais, j'avais tout un retard à rattraper, quoi. Et comme j'avais pas fait d'école, machin, truc comme ça, etc. Je me suis dit, ok, vas-y, va falloir que j'apprenne avec le contenu des internets, quoi, le contenu de la rue, quoi, tu vois. Parce que en fait, sans ça, c'est mort, quoi. Tu sais, je vais jeter dans la sauce. Hein. Et en fait, tu passes pas mal de temps. En fait, à lire des trucs, à te former sur des machins, enfin, avoir le sentiment un peu de level up. Et c'est vrai que tu te dis, ok, si j'arrête, je vais devenir une merde, tu vois, et c'est finito, je vais être éclaté au sol, quoi. Et là, ça doit faire 2 ans, je pense que j'ai pas suivi de formation, ou je l'ai peut-être suivi une comme ça vite fait, et j'en ai plein en stock là que je dois torcher, quoi. Et en fait, c'est vrai que ma vie n'a jamais été aussi sereine là maintenant, tu vois. Enfin, alors que normalement ça devrait être la sauce, parce qu'apparemment je devrais être tout pourri, quoi. Et donc ouais, tu vois, je pense que les formations, ça peut être aussi un piège où tu vas trop te former. Peut-être pas assez être dans le vrai game, tu vois, sur le terrain, quoi, et t'apprends quand même beaucoup plus en faisant les choses, en te confrontant à la réalité, plutôt que en regardant une formation random d'un mec qui va te raconter des conneries là, et après quand tu vas appliquer, tu te dis putain, vas-y, c'est pas pareil là que de ce qu'on m'a vendu, quoi. Donc toi, c'est pour ça maintenant je fais moins de formations.
mais j'essaye d'avoir des formations sur l'instant T de ok, c'est quoi mon bail du moment, toi c'est quoi ma galère du moment, et du coup qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir tout de suite appliquer le machin et pas faire une formation un peu en mode vas-y j'achète ça parce qu'on sait jamais, je sais pas quoi, parce que sinon tu peux t'enfermer là-dedans à faire des trucs qui servent à rien, et au final avec tout le recul et toutes les formations que j'ai faites par exemple sur le copywriting machin tout bordel, tu vois à la fin t'arrives sur des trucs où tu sais 95% des trucs racontés c'est du blabla que t'as déjà vu partout, et tu sais qui sont un peu des conneries quoi, et t'arrives à avoir 5% de trucs où tu te dis tiens ça c'est un peu nouveau machin et tout, je connaissais pas machin, et c'est pas forcément utile et ça change pas ta vie du tout au tout, hein. Donc au final formation pas indispensable je dirais quoi, et ça remplace pas le passage à l'action, c'est sûr, qui va t'apprendre des vrais trucs. Ah mais ça, après ça aide des fois. Moi sur la partie no code, juste pour préciser, genre Marwan, moi c'est parce que je me suis dit ok je me lance dans un move de solopreneur. Pour être solopreneur en vrai, je parle pas des milliers de solopreneurs qui disent qu'ils sont solopreneurs et on est juste freelance. Alors que c'est vrai. Voilà, autrement c'est bon, j'ai dit que j'ai réussi le game et c'est pas ça. J'ai vrai solopreneur, c'est d'avoir un vrai business sans employé. Bah en fait, il y avait que Peter Levels pour moi que j'avais comme exemple et qui est pas français. Et donc du coup lui, il est quoi? Il est dev. Et si tu m'as présenté une autre personne qui s'appelle Jérémy François, je crois, t'es passé dans son podcast. Lui, il est pareil, il a des SaaS mais il est dev, je crois. Ouais, un peu, mais plus grosse, un peu de product et tout. Et il est trop chaud. C'est pour ça que moi je me suis dit, bah en fait, non, voilà, il faut peut-être que je perde 3 ans. Ouais, mais tu vois, bah non. Non, mais après, tout le monde m'a dit, c'est un mauvais bail. Mais oui, parce que tu pars pas du même. T'as pas les mêmes assets que eux, ils ont commencé en étant des devs, et après, c'est facile de passer de dev à prendre le market. Quand tu as vite fait du marketing, après, quand on te dit, ah, vas-y, maintenant tu vas taper du Python là, parce qu'on a fait du Python en plus. C'était avec toi, Alexandre, ou pas dans la formation qu'on avait fait Ouais, on avait fait sur comment ça s'appelle, sur Emile. T'avais des trucs. Ouais, on a fait du Python et tout. Moi, je te dis, ça m'a saoulé. Hein. Alors qu'avant, j'avais tapé la formation SQL et tout. J'étais en mode, oh là là, c'est bon, jamais de ma vie, je ferais ça. Je prends un freelance. Mais même pour un dev, tu vois, un dev qui passe au marketing, peut-être au marketing, mais à la vente, c'est catastrophique, tu vois. Genre, tu vois, genre, si tu passes pas de dev au sales comme ça, hein, tu vois. Moi, j'en vois des gens qui sont super bons, qui ont sorti des SaaS, tu les vois face à un client, mais moi, je vois plus de devs qui sont bons en market et un peu en sales qui arrivent à se débrouiller que de sales qui passent en dev. Ça, c'est vrai. Mais après, il faut regarder, tu vois, qu'on parle quand même de revenus récurrents. Donc, quand tu vois, t'as des mecs, parce que tu vois, moi, je vois des mecs qui disent, oui, c'est bon, moi, je vends, le client, il a dit, non, écoute, je suis pas intéressé par 3 000 €, je veux 500 €. Ok, pas de problème, tu vois, genre, tu vois, ça, c'est pas du sales. C'est parce que tu vends des produits à des gens que tu sais faire de la vente. Donc, non, mais après, c'est clair que le gap était fou. Mais moi, je me suis dit, ce serait tellement bien si je vivais dans un monde, et c'est encore le FOMO, c'est ça que j'étais à fond sur le no-code à un moment donné, où je pouvais, tu vois, genre, toutes les idées que j'ai dans ma tête, je peux les dev, tu vois, et les tester. Et du coup, faire l'espèce de challenge que fait Omar, de dire, bah, je sors 12 SaaS par an, et je regarde s'il y en a un qui a fonctionné. J'ai l'impression que ça n'a jamais marché, toi. Justement, tu parlais de Peter Levels, j'ai l'impression que c'est le seul mec qui a peut-être réussi un peu à craquer ce bordel. Et t'en as d'autres qui sont passés par ces trucs-là en mode vas-y, je chie du SaaS et je fais le truc biding public. Et tu sais, au bout du 3e, 4e, ça commence à être un peu silence radio, il y a plus personne, machin. Et puis à la fin, le frérot, il est clochard. C'est ce qu'a fait Omar, hein. Ouais, il a fait 2-3 SaaS, après il s'est dit ouh là, c'est difficile. Ouais, c'est la merde sur la thune. Et en plus, par rapport à Peter Levels à l'époque, faut prendre en compte aussi que le contexte est plus le même. C'est-à-dire que oui, à l'époque, t'avais peut-être moins de concurrence, t'avais pas les mêmes barrières à l'entrée. T'avais pas les mêmes barrières à l'entrée. Parce que même son outil Nomadlist, c'est magique, Nomadlist, j'aime beaucoup, et j'utilise parce que je voyage et j'aime bien savoir où bosser. Mais il y a un moment où même Nomadlist en termes d'UX aujourd'hui. Mais oui. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, bizarrement, tu vois, ils te disent, on est plus dans les années 90. Hein. C'est surtout que le champ des possibles, quand tu veux te prendre pour un solopreneur et tout, sortir des SaaS, je sais pas quoi, machin, ou des produits sans trop savoir coder, donc c'est sur du no-code, il est réduit. Hein. Tu vas sortir une extension un peu bancale, tu vas sortir une petite app, je sais pas quoi, mais tu vas pas sortir du vrai SaaS, tu vois. Alors qu'avant, quand tu sortais un petit truc un peu bancal comme ça, cette extension, tu pouvais la monétiser, faire des trucs de ouf, kiffer ta vie, etc. Aujourd'hui, c'est devenu des free tools, c'est devenu des features de gros SaaS, c'est devenu des petits trucs que les gens ils sortent gratuitement sur Twitter. Parce il y a eu le PLG qui fait genre, tenez, je vous donne un regarde, HubSpot, le CRM il est gratuit. Genre, je veux dire, donc tu peux être en mode, je suis trop en ouf, je peux faire un CRM en no-code. Ok, frérot, merci. Il y a déjà HubSpot, PipeDrive, tout ça, c'est gratuit. Du coup, on va sur on reste sur l'infoprenariat. C'est-à-dire que toutes ces histoires, finalement, elles sont old school. En fait, on
on achète de l'ancien. Parce que tu vois, genre, Peter Levels, moi j'ai un respect de ouf pour lui. Il vend son bouquin encore. Mais est-ce que du coup c'est pas ouais mec, est-ce que c'est pas un bullshitter maintenant justement? Parce que tu vois, ouais, il est passé sur un autre game, il est peut-être moins connecté au terrain, et du coup il commence à raconter de la merde, quoi. Eh ben, je sais pas. Il faudrait qu'on voit en fait si. En fait, il faudrait qu'on lui demande à Peter Levels directement, mec, est-ce qu'il y a des gars en fait suite à mec. Non mais c'est vrai, suite à mec qui arrive à faire comme toi en fait, parce que en fait c'est ça. Il y a tellement en fait, c'est tellement obscur ce côté-là, des résultats que tu peux pas savoir. Mais c'est vrai que là aujourd'hui, est-ce que c'est pour ça qu'à chaque fois à chaque fois que je fais un post LinkedIn, tout le monde, je crois. 2 fois je l'ai fait, où je dis ouais, donnez-moi des noms de solopreneurs. Tout le monde me dit bah lui il est solopreneur, mais à chaque fois je regarde, je fais non mais c'est pas moi la définition que je veux de solopreneur. Moi solopreneur, oui, c'est Peter Levels, je crois qu'il est même plus qu'à 2,7, je crois qu'il a 3,5 ou 3,9 millions. Ouais, 4 millions. Tu vois, genre tout seul, 0 employé, et il a que des gens qui travaillent, et il a 3 SaaS, etc., qui tournent bien. Bon, les SaaS ils sont ghetto, mais ils marchent. Ouais, mais tu vois, lui, est-ce qu'il arriverait à ressortir un SaaS sans sa fame là? Genre sans dire que c'est lui, il ressort un SaaS, il le fait marcher en mode solopreneur. Moi, je pense que ce qui marche maintenant, c'est parce qu'il a la brain, il a tout, mais c'est pas. Il a créé des assets qui font que c'est plus facile après. Voilà, tu vois, c'est qu'il a créé les assets. Ouais, mais du coup, c'est ce qu'on disait, c'est que de toute façon, il faut que tu lances. Qui avait été fait à l'époque avec Neil Patel. Je sais pas si vous voyez ce mec-là, le marketeur là, qui est justement maintenant plus ou moins l'un des principaux infopreneurs dans des trucs marketing. Maintenant, je vois moins sa gueule, je sais pas pourquoi, parce que je sais pas ce qu'il fait. Je pense qu'il avait une agence. Il avait une agence SEO, mais quand tu cherches Neil Patel, il laissait que son site à lui. Ouais, mais je pense que tu vois, il doit vivre sur sa rente de formation, hein, tu vois, sur sa tunasse. Et puis à un moment donné, tu vois, justement, les mecs de son audience, là, challenger en mode oui, non mais toi t'es gentil avec tes conneries et tout machin, mais t'as un trafic de ouf, machin, c'est facile pour toi parce que il y a ta femme, il y a machin et tout, donc tu peux lancer n'importe quoi et avoir déjà des assets qui sont hyper importants pour pouvoir démarrer, quoi. Et à un moment donné, il a fait le test de ok, du coup je vais démarrer un blog, tu vois, de zéro, parce que c'était à l'époque c'était la mode du blog, tout ça en mode revenu passif avec ton blog et tout machin. Maintenant c'est d'autres choses, mais à l'époque c'était orienté sur les blogs, quoi. Et du coup, je sais plus, il a dû choisir une niche random, je sais pas, un truc sur la santé, etc., quoi. Il a essayé de faire monter son bordel, mais sans jamais pouvoir utiliser ses assets Neil Patel, sans de pouvoir mentionner son nom Neil Patel, etc. Et le truc a pas marché aussi fou que ça, quoi. Donc tu vois oui, quand fait ces mecs-là, tu leur enlèves leur asset. Bon, ils sont un peu plus fragiles sur leurs appuis, tu vois, quand en fait ils redémarrent réellement de zéro, quoi. Ou alors ils sont pas fragiles sur leur appui et ils sont dans la réalité, tu vois. Parce qu'après quand t'as des gros assets, game, et là ils voient que c'est réalité. Non mais pas que bullshitter, mais je veux dire quand t'as des gros assets en fait. Non mais quand t'enlèves des gros assets comme ça, juste tu redeviens une boîte normale, tu vois. Enfin, en fait, il y a des assets qui font que tu juste exploses. On a parlé d'infoprenariat, on a parlé de tout le monde. Moi personnellement, le gars où tu peux dire tout ce que tu veux, mais moi je trouve que c'est un génie en fait, l'infoprenariat, c'est Stan Leloup. Ouais. Ce mec-là, il fait 0 comme LinkedIn. On le voit même pas sur Instagram. Il a pas de réseaux sociaux. Le mec, il a juste YouTube. Il a ses formations. Ses formations, c'est quand même, ça coûte un bras. Il a des gens. En fait, lui, je trouve que c'est le mec qui a réussi à vraiment. Tu sais, quand on disait se concentrer, en fait, c'est pas je fais de la formation, je vais faire des millions, etc. Le mec, il s'est concentré pendant des temps et des temps, du temps. Déjà, il fait beaucoup de contenu gratuit. C'est vraiment YouTube et newsletter. En vrai, Stan Leloup, parce que pareil, là, à l'époque où j'avais mon blog sur la SAP masculine, là, on avait discuté quand il avait son truc de séduction, là, tu vois. C'est quoi cette histoire encore? Non, ça, c'est les bails obscurs du passé, ça. La fin, et à l'époque, il cherchait justement des affiliés parce que, avec son audience, là, parce qu'il avait un premier biz, normalement, dans les trucs de séduction, quoi. Et donc, là, il m'avait pingé à ce moment-là parce qu'on avait des audiences qui étaient un peu annexes, quoi. Et moi, j'étais un galérien, dans la sauce et tout. J'étais en mode, frérot, mon truc, ça galère et tout, putain, c'est la merde, quoi. Et déjà, il était dans des trucs hyper obscurs, enfin, tu sais, des trucs de pointus que j'ai jamais entendu parler, enfin, même des années après, tu vois, qui sont pas des trucs connus, quoi. Donc déjà, tu vois, à la base, il avait déjà pas des assets lié à lui-même, mais tu vois déjà une expertise ces trucs-là où le mec avait digué comme un gros porc ces trucs, et du coup c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas étonnant, tu vois, qu'il arrive à cartonner, parce qu'il je pense que c'est l'un des mecs qui va beaucoup plus loin que la normale, et du coup tu vois qui arrive peut-être à choper des infos de je sais pas où, dans des vieux bails là, dans des vieux machins obscurs là, et il me sortait, il m'avait filé des ressources de machin, il dit vas-y va guetter ces mecs là, machin, blabla, les ricains là, de blabla, je sais pas quoi là, et en vrai ouais, non, c'était des bonnes ressources, tu vois, qui filaient déjà à l'époque. Donc pas
pas étonnant, mais tu vois, des mecs qui vont aussi loin que lui dans les trucs de bise, enfin dans les trucs infopreneurs, j'ai pas l'impression que t'en aies autant, quoi, tu vois. Il n'y a pas que ces formations, c'est qu'ensuite après, c'est qu'en fait le mec il a poncé tellement le truc de l'infoprenariat. Il a suivi les formations. Ensuite, aujourd'hui, il est beaucoup sur de l'hybride. Moi, j'avais trouvé un truc intéressant que j'avais chopé d'ailleurs pour l'Afrolab. J'avais piqué ce truc-là. En fait, ce qu'il fait, c'est que quand tu fais une formation chez lui, il les met en groupe. Tu as un groupe de personnes, tu vois, genre 6 personnes. Tu payes 100 balles, tu mets 100 balles. Tu les récupères après, hein. Mais tu 100 balles pour être présent pendant les trucs de groupe. Parce que ça, c'est hyper important. Tu vois, tu peux dire aux gens, ouais, travailler en groupe, mais les gens, ils ont leur vie, tu vois, ils vont pas le faire, tu vois. Alors que quand tu mets un billet, tu dis, bon, franchement, ça me fait chier de pas récupérer mes 100 euros, tu vois. Tu vas venir, en fait, à ton rendez-vous du midi, ce qui va faire progresser, parce que, tu vois, la formation, c'est pas que ce que tu vas apprendre. La formation, c'est aussi beaucoup l'expérience, tu vois. Et donc ça, je trouvais ça intéressant et je l'ai repris, en fait, pour l'Afrolab et ça marche plutôt pas mal. Et ce que je voulais dire, c'est que, donc le mec, il connaît tellement son métier de la partie formation, il a tellement poncé le truc, la partie du tunnel de vente, etc., etc. Et en plus, ensuite, il sait qu'est-ce qu'il te faut pour créer une bonne formation et ensuite, il a monté son SaaS, tu vois. En fait, pour moi, c'est le mec, en fait, qui a fait vraiment le truc à 360, tu vois. Genre, je fais des formations, j'ai réussi à former des gens qui savent former aussi bien que moi, parce qu'il a fait ça aussi. Également, c'est pas que Stan Lukta. Genre, juste, lui, aujourd'hui, c'est plus lui vraiment qui forme, tu vois. Enfin, voilà, il est arrivé à trouver un truc qui fait que, voilà. Et pourtant, il y a que des avis quand même très positifs. Moi, j'ai jamais entendu, je parle pas des avis que j'ai regardés sur Internet, hein. Je parle vraiment des avis en réel. J'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit, non, c'est bidon, etc. Toujours des avis positifs. Et en même temps, le gars, tu vois, genre, tous les gens que j'ai vu vouloir faire des formations, ils sont partis faire des formations sur son outil. Il est assez fort quand même, le mec. Pour un Français, je trouve il a plié game. Il est dans les deux audiences, toi. Il est dans les trucs infopreneurs et en même temps dans les trucs B2B, il est pas vu comme un cancer. Donc je pense que la prochaine fois, il faudra inviter Stan Leloup. Stan Leloup, si tu nous écoutes, ou laisser des commentaires, envoyer des messages à Stan Leloup, il va nous raconter la vie de l'infopreneur là. Et on va pouvoir challenger pour qu'il puisse cracher avec nous sur les scammers des internets, quoi. Non, si ça s'intéresse de cracher un peu sur les gens, c'est Mastermind, c'est la free place. C'est aussi le seul qui a un SaaS, hein. Pour moi, un entrepreneur qui réussit, c'est quelqu'un derrière qui monte une boîte. Ah, mais le seul qui a un SaaS, une agence ou peu importe. Qui est lié au vrai problème de fond de les gens suivent pas les formations, ils ont pas de résultats. Et en fait, la finalité quand tu passes par ces formations-là, c'est d'avoir ta transformation à la fin. C'est-à-dire, tu me fais une promesse de devenir riche en faisant des dingueries là sur Internet, là. Ok, bah à la fin, est-ce que je suis un bourgeois ou est-ce que je suis un prolo, quoi. Tu vois, bah ok, si je suis un prolo, là, ta formation, elle marche pas, quoi. Surtout si j'ai pas des steps et tout. Ouais, tu vois, mais tu vois, parce qu'il est allé assez loin dans, en fait, la finalité, c'est que les mecs arrivent à avoir un vrai impact dans leur réalité, quoi. Et donc, lui, il aurait très bien pu se contenter de rester en mode, vas-y, je vends mon bordel, on s'en bat les couilles. Ouais, et tu vois, c'est parce qu'il a vraiment digué loin sur, ok, c'est ça le vrai pain, et que t'arrives sur le truc de formation de, bah, en fait, les formations, ça marche pas. Et ça marche pas parce qu'elles sont pas bien pensées pour le passage à l'action, machin, etc., quoi. Mais le mec doit avoir des super résultats parce que le mec, il est pas sur LinkedIn, il est pas sur Instagram. Moi, je vois pas de pub, enfin, tu vois, je vois pas de ads sur ses formations. Je vois que etc. Bon, en tout cas, on a Marwan qui, pour une fois, comme d'habitude, en fait, veut toujours finaliser la discussion. Conclusion. On nous a dit de faire des épisodes plus courts. Donc on va faire un petit épisode plus court. De toute façon, sur cet épisode-là, en fait, sur ce sujet-là, je pense qu'on a été au bout de ce qu'on pouvait raconter, hein. On n'est pas encore, on n'est pas Stan Leloup, on n'est pas Wumi Denzel. Donc, du coup, on peut pas apporter plus que ce qu'on a raconté là maintenant. Sans filtre, là, moi, il y a du business derrière qui m'attend. J'ai des rendez-vous, j'ai des trucs, faut qu'on cote l'épisode, ça y est. Hein. On n'est pas des bullshitters, nous, on raconte c'est un infopreneur, Marwan, donc forcément, il utilise des petites techniques de scammer, là. On part travailler. Vous faire croire des dingueries, là. C'est pas moi le lead de l'épisode. Là, il est en train de mettre des petites notifs en mode tiens, nouveau lead, machin, nouveau truc closé, X, formation achetée à 10 000 balles. Jamais. Mais non, conclue, Alexandre, t'es le lead. Bah, conclusion, là, ce serait grosse conclusion. Ce serait quoi la conclusion? Attention aux scammers, hein, voilà, déjà premier truc. Demandez au peuple qui sont plus avancés que vous des recommandations de formation pour des mecs qui démarrent. Normalement, ça va vous permettre de filtrer un peu le caca et de pas vous faire scam par des mecs qui vont vous vendre n'importe quoi. Donc attention à ça, quoi. Ensuite, si vous avez pas d'audience, quoi,
Essayez pas de monter une formation parce qu'apparemment ça va être bourbier, hein. Vous allez galérer surtout en B2B parce que déjà en B2B en France les gens veulent pas mettre de l'argent, donc si tu leur vends en plus une formation que t'as pas d'audience, y a pas de confiance, ça va être bientôt la rue, hein, et tu vas te retrouver sans argent à devoir faire du freelance comme les autres prolétaires de LinkedIn qui sont comme nous, hein, à devoir vendre leur temps. Donc s'il y a pas d'audience, pas de formation, quoi. Après, qu'est-ce qu'on a raconté d'autre? Je sais pas ce qu'on a raconté d'autre. Oui, si vous avez un SaaS, faites de la formation si c'est pertinent, ça permet de faire plus de cash pour aider les clients à avoir plus de résultats, quoi. Et puis envoyez des messages à Stan Leloup pour qu'ils reviennent, pour qu'ils viennent tout court parler d'infoprenariat avec nous. Comme ça, il nous balancera les trucs un petit peu obscurs des internets et il pourra nous dire ce qui se passe dans la réalité quand tu fais de l'infoprenariat de qualité. Là, s'il vient pas avec ça, c'est bon. Là, je vais le chercher en Thaïlande ou je sais pas où là. Là, je vais le chercher par la peau du cul. Je vais dire frérot, tu vas te ramener. On va faire un short. De ça, on va le poster. C'est énorme. Ok, bah écoutez, guys, trop bien. Le prochain épisode, c'est sur quoi? Vu que c'est toi qui tiens les notes. C'est pas sur le. C'est sur Call Call, je crois. Non, c'est vrai, c'est Call Call normalement. Ah, Call Call, on va parler de Call Call. Call Call, ça va parler sec là. Cool. Là, ça va parler. Là, ça va être un épisode de 3 heures. Là, ouais, là ça va être un épisode. Là, c'était une petite interlude cette semaine. C'était pour vous faire souffler. Hein. Mais le prochain épisode, ça va être le vrai truc. Yes. Ouais, prospection, Call. Let's go. Ok, bah du coup, c'est moi qui anime, j'imagine, sur le Call. Je pense que oui. Là, ça va être. Et on refera un épisode sur l'infoprenariat quand on aura nos formations qui seront. Ouais, du coup, comme ça, on donnera nos résultats sans honte. Hein. Si j'ai fait 0€, je vous le dirai. On va structurer tout ça. Allez, see you les gars. Ciao. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu autant que nous. Ça nous a fait kiffer de l'enregistrer. De toute manière, ça, je pense que ça s'est entendu. De ton côté, si tu estimes que on a fait le taf, on a respecté nos engagements et qu'on a parlé de business B2B sans bullshit, il y a quelque chose de très simple que tu peux faire pour nous aider. Vraiment, c'est très simple. Il te suffit juste de mettre ta meilleure note sur ton application de podcast préférée ou de liker cette vidéo si tu nous as vu sur YouTube. Tu connais la chanson, ça nous aide à nous faire connaître. Je me permets également de te rappeler que cet épisode est rendu possible grâce à nos sponsors Track, Wine Marketer et Vendu. Plus d'informations en description, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Et enfin, en attendant le prochain épisode, tu peux nous suivre sur LinkedIn où on partage du contenu de qualité tous les jours. Je te dis à très vite, prends soin de toi, bye.